Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Eh bien, au nom du service iProms, je suis très heureux de vous retrouver pour cette dernière conférence Jeudi Santé de ce premier semestre 2022. Après vous avoir rencontré à Verviers ou Peille, c'est ici sur le site du Barbou, de la Haute École de la province de Liège, que nous nous sommes installés pour vous proposer ce nouveau thème répondant aux préoccupations bien actuelles de beaucoup d'entre vous. Nous vous remercions d'ailleurs toutes les personnes qui rendent possible cette soirée, dont la direction de l'école, ainsi que son personnel. Et aussi, je veux remercier notre équipe technique de caméramans, sans qui le travail ne serait pas ici possible. Et puis aussi, ils nous permettent de voir demain la conférence en direct, du moins redifférée sur notre chaîne provinciale YouTube. Alors ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir 3 orateurs. On va parler d'Internet et de réseaux sociaux. J'ai aujourd'hui Monsieur Arnaud Zarbeau, psychologue, formateur et thérapeute responsable en prévention pour l'ASBL Nadja, Madame Chloé Colette, assistante sociale et directrice du planning familial Infor-Femmes de Liège, et Madame Muriel de Voist, sexologue du centre planning familial Infor-Famille de Liège. Alors, ils m'ont signalé, on va vous expliquer dans quelques minutes, comme moi, à mon avis, vous n'allez pas directement capter, que leur pronom, eh bien, c'est elle. Vous le saurez d'ici quelques minutes. Je vais leur laisser vous expliquer tout ça. Je vous remercie, vous, d'être venus si nombreuses et nombreuses, d'avoir bravé les intempéries, même s'il fait beau aujourd'hui, pour être ici à cette conférence Jeudi Santé. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. On se retrouve après pour notre fameux questions-réponses. À tout à l'heure et bonne séance. Donc du coup, les micros fonctionnent, c'est super. Bonsoir tout le monde. On va commencer à parler d'un sujet étrange, les adolescents. Que sont les adolescents ? Les adolescents sont des bestioles qui, à un moment donné, étaient des enfants et qui sont vaguement destinés à devenir des adultes. Voilà. Le problème avec cette définition de bestiole que j'affectionne, c'est qu'elle est changeante. Et donc, ce qu'on considère comme un adolescent aujourd'hui est très différent de ce qu'on considérait il y a 20 ans, il y a 30 ans, et il y a 200 ans, ça n'existait tout simplement pas. Donc, ce qui est important de repréciser, c'est que l'adolescence, c'est quelque chose qu'on commence maintenant à comprendre avec un peu de recul, mais qu'on est toujours en train d'explorer parce qu'elle est faite de mécanismes complexes, relationnels, biologiques, psychologiques, sociaux, sociétaux. Et donc la manière dont on investit le thème de l'adolescence et la préoccupation qu'on a pour l'adolescence à l'heure actuelle, elle est très liée à notre cadre culturel de référence. Savoir que l'adolescence a un début physiologique, mais à une fin culturelle. Pour celles et ceux qui se souviennent du film Tanguy, c'est un peu une critique de ce modèle de l'adolescent qui n'en finit jamais d'être adolescent. Sauf qu'on a vu depuis les crises de 2008 et les crises successives économiques que les gens sont obligés de rester chez leurs parents de plus en plus longtemps et donc d'être de plus en plus adolescents longtemps. Mais ce n'est pas une question de posture psychologique, c'est une question de cadre de vie. Si on est chez papa et maman, forcément on est toujours en général dans un rôle d'adolescent. Même si on a 20 ans, 21 ans, 22 ans, etc. Donc ce que j'essaie d'illustrer, c'est que le concept même d'adolescence est très fluctuant. Et donc quand on dit les réseaux sociaux et les adolescents, ce sont des termes qui ne veulent rien dire, parce que ça recoupe des populations très très larges, avec des envies, des aspirations et des besoins différents. À être adolescent à 12 ans, à 15 ans, à 19 ans, ça ne recoupe pas les mêmes réalités, et j'ai même pas encore parlé de la question du genre, qu'on va abondamment évoquer aujourd'hui avec mes collègues. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que l'adolescent est un être en développement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un être qui est en train de se construire, de se chercher, et qui forcément est immature. Donc quand on va parler de prévention, d'accompagnement, d'éducation, il ne faut pas avoir le leurre, je dirais l'illusion de croire que ce qu'on va transmettre aux adolescents, c'est des choses qu'ils savent gérer comme nous les adultes. Ceux qui ont des ados à la maison savent très bien que si l'ado dit « oui, je vais étudier », alors il y a beaucoup de parents qui sont en examen, là, c'est la période de l'année où les parents sont en examen comme leurs ados,
quand l'ado dit ça, était « oui, je vais étudier », même s'il le dit avec une profonde sincérité, rien ne garantit qu'il va forcément étudier. Pourquoi ? Parce que l'adolescent n'a pas les mêmes capacités que l'adulte à se frustrer, à se discipliner psychologiquement et cognitivement. À un autre niveau, l'adolescence, c'est aussi, donc je l'ai dit, l'entrée dans la puberté, c'est aussi donc l'entrée dans la sexualité. Alors il y a déjà une sexualité infantile, pré-infantile, mais tout doucement quand même, ou spectaculairement, il arrive dans une sexualité de plus en plus adulte. Et donc quand on va parler de sexualité, de sexting, voire de pornographie, c'est toujours intéressant de se dire qu'on est face à des publics qui ont des différences de maturité, des différences de besoins, de connaissances et d'expériences. Et donc on ne peut pas faire de généralité pour les adolescents, parce qu'ils ont des pratiques différentes, des besoins et une évolution différente. Et ça, c'est important à intégrer dans la mesure où on ne peut pas avoir une position standard. Enfin, peut-être que mes collègues me diront autre chose, mais dire, voilà, c'est ça la prévention pour les jeunes. Pourquoi ? Parce que le jeune de 2022 n'est pas celui de 2020 et ce ne sera certainement pas le même de 2030 pour certains aspects. La grande constante, c'est que c'est quelqu'un qui est en développement et qui est en recherche. Et donc il faut une certaine indulgence et ne pas glisser un regard trop adulte sur les mécanismes relationnels des adolescents et les besoins d'intimité, d'extimité qu'on va déployer aujourd'hui, parce qu'il y a des enjeux qui sont propres à cette tranche spécifique de la vie. Et donc, il faut réfléchir aussi à comment on va travailler avec ces adolescents. Parce que du coup, on ne va pas, comme le disait Arnaud, travailler de la même manière. Donc, nous, en tant que centre de planning, on fait des animations et donc on travaille avec des adultes et avec des adolescents. Et on se rend compte qu'on doit avoir des attentions plus spécifiques par rapport à ce public-là. Par exemple, quand nous, on arrive dans un cadre qui est très scolaire, une des choses qui est importante et essentielle pour nous, c'est de déconstruire ce cadre pour pouvoir instaurer quelque chose qui est plus de l'ordre de l'inclusivité, de se rendre compte qu'on est animateur et donc nous, on est adulte. Et donc, l'air de rien, même si on a envie d'avoir une posture similaire à la leur, on ne l'est pas. Même si on a envie d'instaurer un cadre bienveillant où il y a une égalité, il y a quand même un biais, malgré tout. Et donc, c'est pour ça que c'est important pour nous, par exemple, quand on arrive en animation, de pouvoir, même dans le cadre physique, se dire on n'est pas derrière des bancs et nous, on n'est pas là pour donner un cours ex cathedra. On va disposer les chaises en cercle, se mettre sur un même pied d'égalité et nous aussi, en tant qu'animateurs, animatrices, se livrer. Ça veut dire qu'il faut être aussi capable, quand on anime avec des adolescents et des adolescentes, de pouvoir transmettre une part de soi et parler aussi de soi, parce que c'est ce qu'on attend aussi d'eux dans le cadre de ces animations-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel par rapport à la mise en place de ce cadre. Et aussi expliquer qu'on n'est pas dans un processus d'évaluation, parce que sinon, il peut y avoir aussi un biais, faire attention à ce qu'on dit, etc. Et donc, c'est important de le repréciser. Pareil aussi, il n'y a pas d'adultes extérieurs présents, donc de professeurs avec un regard, une expérience qui pourrait se sentir mal à l'aise par rapport à ce qui va être dit dans le cadre de l'animation. Donc au niveau de cette posture, c'est important pour nous. Deuxième chose aussi qui est essentielle quand on travaille avec ce public, c'est d'instaurer un cadre très sécurisant. C'est-à-dire qu'il faut qu'on précise certaines règles. Le fait de parler en jeu, de ne pas interrompre, de choisir ou non de s'exprimer, parce que quand on parle de vie relationnelle, affective et sexuelle, on peut ne pas être à l'aise pour aborder certains sujets, donc ça c'est important. Parler de confidentialité, qu'est-ce que je peux dire ou ne pas dire pour pouvoir se sentir assez en sécurité, surtout d'un non-jugement. Et donc demander, essayer d'en parler, même si on sait que c'est pas toujours respecter, mais nous, en tant qu'animateurs, animatrices, finalement, on est garant de ce cadre-là, donc c'est revenir à la règle systématiquement, et aussi demander d'être vraiment dans un processus d'inclusion. Donc c'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure que nous, on utilise le pronom « elle ». Donc vous savez, on va parler de questions de genre. C'est important de pouvoir inclure toutes les dimensions du genre, et donc d'expliquer aussi ce pourquoi on utilise, par exemple, tel pronom, quel est l'objectif derrière, etc. Partir surtout, comme disait Arnaud, de leur représentation, parce que nous, on ne sait pas tout. Il y a plein d'exemples où on peut dire qu'en fait, c'est eux qui nous apprennent plus, et c'est ça l'objectif, c'est de les rendre finalement compétents et de stimuler le débat et les échanges entre eux. Nous, on n'est pas là, encore une fois, pour apporter du savoir, pour pas faire que ça. L'idée, c'est de pouvoir débattre, argumenter autour de ces sujets, de solliciter systématiquement la compétence du groupe,
et d'instaurer finalement un climat un peu participatif et ludique. C'est pour ça qu'on va créer pas mal, et on va vous présenter tout au long de la présentation ici, des outils, parce que l'idée c'est que ce soit ludique pour qu'ils puissent finalement retenir certaines choses aussi, se dire ah oui c'est vrai on avait utilisé ça, c'est avec vous qu'on avait joué à ce jeu-là. Et donc finalement quand on revient à l'année après, c'est ah oui mais on avait fait le jeu où on avait utiliser la pâte à modeler. Ça n'a l'air de rien et pour l'adulte ça peut paraître un peu enfantin, mais c'est comme ça finalement qu'on décide de voilà, qu'on marque un peu les esprits et qu'ils retiennent en tout cas certaines informations. Ça passe aussi par là, donc c'est important en tout cas pour nous. Et donc finalement le message principal pour nous c'est de pouvoir finalement à la fin de ces animations être identifié comme centre ressources, donc comme planning familial, parce qu'on sait bien qu'on va semer des petites graines. Et comme on sera d'accord, pas d'accord avec tout ce qui a été dit, ben voilà, l'objectif c'est pas qu'ils retiennent toutes ces choses de l'ordre de la vie relationnelle, affective et sexuelle. Finalement, notre objectif principal, c'est simplement qu'ils se disent ah ok, je peux aller parler après avec cette personne qui est un animateur ou un animateur ou une animatrice de planning, et je peux aller poser mes questions dans un second temps. La question de comment on accueille les jeunes, je trouve qu'elle est vraiment beaucoup plus importante que le contenu. Il y a un peu cette idée parfois, surtout quand on parle de sexualité, alors peut-être que ça a évolué, mais et même de prévention en général, c'est centré sur les risques. C'est-à-dire que quand on fait des animations pour les jeunes, on veut les prévenir de quelque chose. Des dangers des réseaux sociaux, des dangers des jeux vidéo, des dangers du sucre, des dangers de ce lit, tout cela. Or, la vie affective et sexuelle, à la base, ça doit être fun. Hein. C'est un peu, je vous le souhaite en tout cas, l'intérêt d'avoir une vie affective et sexuelle, c'est que ce soit un peu plaisant. Et donc l'idée, c'est aussi de ne pas être centré que sur les problèmes, on peut les évoquer, pour ne pas être dans quelque chose de pathologique ou d'anxiogène aussi, comme on peut retrouver dans certains pays, voilà. Où on est dans une logique de l'abstinence, ce genre de choses. Ici, c'est vraiment de jauger, et c'est mes collègues qui font ça très très bien, le niveau du groupe, ce qu'il connaît, où il en est, qu'est-ce qu'il a besoin, et comment je m'ajuste moi en tant que professionnel pour ne pas glisser trop de mes valeurs personnelles. Alors, en planning familial, on défend certaines valeurs. Moi, je ne prétends pas être neutre aussi sur ces enjeux-là, donc il n'y a pas de neutralité en matière de sexualité ni de vie affective. Mais je pense que c'est important d'accueillir ça, la parole du jeune, parce que c'est peut-être le premier endroit où il va pouvoir faire cette expérience avec un adulte bienveillant. Parce que tout le monde a un avis sur la sexualité. Et pour une petite boutade par rapport aux gens, mais c'est pas une boutade, c'est une anecdote, mais la bonne vieille règle du masculin qui l'emporte sur le féminin en français, ça n'a pas toujours été comme ça. C'est une règle somme toute récente, où avant c'était le nombre. Donc s'il y avait plus de chiennes que de chiens, ben on allait dire le genre qui correspond au nombre du genre. Voilà. Donc c'était pas le masculin qui l'emporte sur le féminin. Mais ça a l'air d'être des choses un peu intellectuelles, mais ça questionne aussi comment est-ce qu'on questionne le genre, comment est-ce qu'on questionne la sexualité de chacun, et comment est-ce qu'on s'interpelle avec bienveillance et différence. Maintenant, je vous rassure, c'est pas les enjeux premiers que les adolescents, je pense, nous amènent. C'est plutôt qu'est-ce que je fais avec tout ce qui m'arrive et avec ce qui arrive aux autres, est-ce que j'ai envie pour les autres, ce que j'ai envie pour moi-même, et comment je me débrouille avec tout ça. Alors, comment ils se débrouillent avec tout ça ? Les réseaux sociaux numériques. Alors, les réseaux sociaux numériques n'ont rien inventé, d'accord ? Ils ont juste permis d'atteindre des envies, des besoins qu'on avait par ailleurs, mais de manière beaucoup plus efficace et rapide. Et un besoin fondamental de l'adolescence, c'est d'être en contact constant avec ses pairs. Les best friends forever, ma meilleure amie, mon super pote, mon clan, ma clique, etc. C'est vraiment l'idée de... C'est très ringard tout ce que je viens de dire. De comment je m'affilie à un groupe et je me sens en sécurité affective et relationnelle avec un groupe, parce que à l'adolescence, je me différencie de mes adultes de référence, les parents, et je vais chercher une intimité dans le groupe. Et donc, le réseau social permet de répondre à ce bon vieux mythe de la fusion, d'être tout le temps en relation avec ses amis. Et ça permet aussi de dragouiller, ça permet de tester des facettes de soi. Et donc on est vraiment dans une espèce d'économie de la validation. On n'est pas que dans un narcissisme débridé. D'ailleurs, le narcissisme n'est pas une mauvaise chose. Il faut être un peu aimé par les autres, ça permet de s'aimer soi-même. C'est très bien pour ne pas tomber dans la dépression. Et donc, le réseau social va être un moyen que les adolescents vont mobiliser pour répondre à leurs enjeux fondamentaux, à savoir se différencier, appartenir, se questionner, s'interroger, imiter. Et l'imitation, faire comme les autres, c'est un moyen d'être différent après, parce qu'on ne peut être que différent que si on sait faire comme les autres. C'est pour ça que les adolescents, à un moment donné, ils ont tous les mêmes vêtements.
Voilà. Les filles, elles ont tous le même sac comme ça. Les garçons, ils ont tous le sac à dos ultra plat. Plus c'est plat et moins tu as de trucs dedans, plus tu es populaire. Voilà. Moi, je ressemblais à un gnome de 1,20 m avec un sac à dos qui faisait 1 tonne derrière. Donc voilà, c'est pas ça. Je ne gagnais pas le concours de popularité à l'époque, toujours pas maintenant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des cartographies relationnelles et des attitudes qui vont permettre à l'adolescent de survivre à son environnement de l'adolescence. Et dans le réseau social, forcément, il y a parfois des attitudes plus séductrices, plus on se met en valeur. C'est pas qu'on est dans le faux, c'est qu'on se cherche. Voilà. Et donc, liker ou être liké, c'est vraiment important parce que c'est aller chercher l'attention, pas de n'importe qui dans le monde, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais des personnes qui sont importantes pour nous. Le plus important, c'est pas tellement que les gens vous disent « Oh, ta veste, elle est moche » ou « Ta photo, t'es nulle dessus », c'est que les gens ne réagissent pas. Parce que ça veut dire que personne ne s'intéresse à vous et que vous n'avez pas de place, vous n'avez pas de feedback. Nous, les humains, on est un peu des animaux sociaux, et des mammifères, et donc on a besoin des autres pour se sentir en sécurité. Donc il n'y a rien de pire pour nous que de ne pas avoir de place. Surtout à un moment charnière qu'est l'adolescence, où on a besoin de s'affilier et de se trouver. Et donc l'adolescent a besoin des autres adolescents pour devenir un adulte autonome. Et ça, il faut le soutenir. Et il faut le soutenir aussi dans la prévention, grâce à tout ce que vous faites, les activités groupales, on travaille le groupe, la bienveillance dans le groupe, mais vous allez pouvoir, je suis sûr, le détailler très bien, parce que c'est vraiment un moteur de développement personnel, c'est bien que c'est un terme à la mode, mais surtout de bien-être et de santé mentale. Voilà. Si on ne soutient pas ça, ça veut dire qu'on envoie un message aux jeunes qui est « tu dois te débrouiller tout seul dans ton coin pour devenir un adulte autonome et épanoui ». Moi, je me porte un peu en faux contre ce modèle-là. Je crois qu'on a besoin des autres pour se développer. Et donc, c'est à nous de transmettre ça aussi aux jeunes et de dire que c'est avec les autres et en construisant avec les autres qu'on peut se faire du bien et en tout cas être attentif à soi et aux autres. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est finalement pourquoi est-ce que les plannings familiaux ont investi ce domaine des réseaux sociaux ? Je pense que tu l'as déjà dit en quelques mots, finalement. C'est que nous, en tant que planning, on ne va pas faire de l'éducation aux médias. Moi, personnellement, je n'ai pas des compétences particulièrement pointues par exemple, si je vous dis aller sur TikTok, je ne pourrais pas vous dire comment régler vos paramètres de confidentialité et des choses vraiment très techniques par rapport à ça. Par contre, nous, ce qu'on va vraiment travailler, c'est des thématiques plutôt transversales, comme l'intimité, le consentement, le plaisir, comme tu en as parlé, la séduction, la drague, parce que tout ça, en fait, va se retrouver sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est pas quelque chose qui arrive pouf de nulle part, c'est vraiment un reflet de notre société. C'est un outil de notre culture populaire et donc forcément, les jeunes s'en saisissent et vont, comme tu l'as dit, vraiment vivre une partie de leur vie dessus. Je dis les jeunes, mais je pense qu'on peut aussi s'inclure dedans à tout âge parce que finalement, en tant qu'adulte, pour nous aussi, c'est toujours très compliqué de se séparer de nos téléphones, de nos smartphones, de pouvoir vraiment passer 2 heures sans le regarder. Même là, je vous mets au défi d'essayer pendant toute cette conférence de ne pas jeter un seul regard à votre téléphone. C'est compliqué en fait. C'est vraiment un peu caricatural de le dire comme ça, mais oui, c'est un peu un prolongement de soi. T'as culpabilisé tout le monde. Allez-y, utilisez-les, il n'y a pas de souci. C'est un petit défi, mais c'est pas obligé. Venez comme vous êtes. Et donc, nous, ce qu'on trouve aussi important et intéressant, c'est qu'en fait, d'une part, il faut qu'on s'y intéresse parce qu'on part de leur représentation et dans leur représentation, il y a cette espèce de monde numérique, mais aussi parce que si on ne prend pas la peine d'aller à cette rencontre, alors on perd un peu le contact avec eux, on perd la réalité de ce que vivent les jeunes et nos interventions sont moins pertinentes. Donc c'est pour ça que c'est important pour nous de parler de tout ça. Et vous avez ici sur la dia, je ne vais pas vous les relire, quelques exemples de questions qu'on peut nous poser en animation et qui montrent à quel point c'est pertinent de s'y intéresser. La distinction vie virtuelle, vie réelle, déjà, elle n'existe pas. Et pour les jeunes, c'est leur vie du quotidien. Il y a des enjeux à distance et des enjeux en présentiel. C'est des mots qu'on a vraiment bien intégrés depuis la petite pandémie qui nous a un peu occupés ces 2 dernières années. Et donc, c'est toujours un exemple que je prends. C'est quand vous prenez un râteau par SMS ou quand vous disputez par email ou par téléphone, les émotions que vous vivez, elles sont bien réelles. S'il y a un imbécile qui va vous dire « mais tout ça c'est virtuel », ça fait pas sens pour vous. Pourquoi ? Parce que ce que vous avez vécu et la relation, elle est bien là, elle est bien réelle. Donc dire que les jeunes ont des amitiés virtuelles à distance, ils connaissent pas vraiment, ça n'a pas de sens. Pour les jeunes, il y a des connexions avec des gens en présence qu'ils voient par ailleurs et qu'ils continuent à voir après l'école, comme à l'époque, vous rentriez de l'école, vous rentrez à la maison,
vous décrochiez le téléphone avec fil, oui, ça existait, et vous restiez 1 heure à raconter n'importe quoi. L'important, c'était d'être en contact, c'était pas le contenu. Voilà. Et par ailleurs, vous le faites peut-être encore maintenant, avec des messages vocaux sur WhatsApp que vous tenez comme ça, et voilà, vous enregistrez. Donc, le jeune, la jeune, sont sur les réseaux sociaux, et ils sont accros, c'est un vilain mot que j'aime pas du tout, pas aux réseaux sociaux, mais aux autres jeunes. Ce qui est très sain et très rassurant, ça veut dire que l'être humain a une curiosité pour l'être humain. Je préfère ça qu'une société où on n'est pas du tout intéressé à l'autre. Donc si on a cette vocation d'être en réseau social, c'est qu'on a de l'intérêt pour le lien. Et donc c'est qu'on a intérêt à comment font les autres. Et ça, je pense qu'il y a une ressource à puiser là derrière et à les motiver ça pour les questions fondamentales de la sexualité, mais tout simplement de la relation affective qui est aussi importante. On se braque beaucoup sur le mot sexe, hein, mais il y a aussi toute l'intimité, l'amour, c'est quoi, et comment je fais avec tout ça, qui peut être extrêmement effrayant de tomber amoureux, par exemple. Est-ce que je dois parler du risque ? Oui, alors comme je disais en entrée de jeu, on est fort dans une société de la prévention du risque. Alors que veux-je dire par là ? C'est-à-dire qu'on est très préoccupé par ce qu'il arrive de nos jeunes maintenant, et nos enfants, ce qui est une bonne chose, mais cette préoccupation tend à nous faire voir souvent les aspects négatifs d'un comportement ou de la vie relationnelle dans les jeunes. Le paradoxe, c'est qu'on n'a jamais eu autant accès à la vie intime des jeunes. C'est pas très compliqué d'aller voir un profil Facebook qu'il a fait pour vous, hein. Après il a d'autres trucs sur Insta ou sur TikTok, ou de un peu fouiller sur Internet pour trouver des photos de votre jeune ou votre jeune. Voilà, c'est plus facile que, par exemple, ce qu'on faisait à l'époque, c'est d'aller fouiller dans le journal intime de son enfant. Et là il y a des parents scandalisés, moi jamais, tout le monde fait ça. Et donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a jamais eu autant accès à la vie intime des jeunes, mais en même temps il y a une espèce d'obsession, d'angoisse permanente de que font nos jeunes. Ça ne viendrait pas à l'idée maintenant dans nos sociétés de laisser traîner les jeunes dehors. D'ailleurs, le terme lui-même est connoté négativement. Moi, je viens d'une famille d'immigrés espagnols-italiens. Ma mère, elle vivait dans les charbonnages, ici à Recourt-Anse. Et donc, elle me dit, tu n'imagines même pas, nous, on était dans des terrains vagues, etc. J'ai failli mourir 36 fois par jour, mais il n'y avait pas de smartphone, pas de téléphone. Alors, c'est pas qu'elle était moins aimée par ses propres parents, mais c'est juste que le rapport d'adulte à enfant, ado, n'était pas le même. On n'avait pas cette attention permanente de protéger de tous les dangers inhérents. Après, on a été légèrement traumatisé par une certaine histoire judiciaire en Belgique. Ça ne nous a pas rassurés sur le fait de laisser les enfants dehors. Mais plus globalement, on va focaliser les enjeux d'éducation sur la jeunesse au niveau du risque. Que ce soit les réseaux sociaux, Internet, l'éducation à la citoyenneté, on est fort braqué sur le risque. Et donc on va s'inquiéter des risques du sexting, on va s'inquiéter des risques de la pornographie, on va s'inquiéter d'un tas de choses, mais à force de s'inquiéter, au final on donne peu de ressources. Et donc moi je suis plutôt partisan de faire de la prévention, de l'éducation sur les ressources. C'est quoi mes ressources pour aller bien dans une relation ? C'est quoi mes ressources pour aller bien dans mon corps ? C'est quoi les ressources que j'ai pour aller bien dans mes amitiés, pour aller vers les autres ? Et ça peut être des ressources internes ou externes. Voilà. Et donc, les outils numériques ne sont jamais que le reflet de la société dans laquelle ils se déploient. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui ont créé les dérives capitalistes, avec cette vision un peu tronquée du corps, cette culture de la maigreur et tous ces paradoxes aussi de la bouffe constante. C'est la société qui les porte. Et donc, à nous, intervenants, de questionner un peu ça et de surtout aider les jeunes à se questionner là-dessus sans les culpabiliser, ce que je trouve un peu hypocrite parce que nous sommes tous des gros consommateurs de médias. Voilà, donc il y a une transmission culturelle sur le fait que les jeunes utilisent des médias. Ça ne vient pas de nulle part. Ce n'est pas les jeunes qui ont inventé Facebook, qui ont inventé Internet, c'est les générations avant qui leur ont mis ça sous le nez. Voilà. Et c'est très bien. C'est une question de comment s'affilie un média. Maintenant, quand on critique un média, généralement, on critique l'usager. Et ce qu'on adore critiquer dans nos sociétés, ce sont les jeunes. Ils sont rarement là pour se défendre, on leur donne rarement la parole pour parler de leurs propres enjeux. Pensez à vos cadres scolaires, peut-être, à vos instances où il y a des jeunes. Quel est le pouvoir qu'ils ont pour changer les règles fondamentales de l'école, de l'institution dans laquelle ils sont ? En général, on leur donne des trucs assez superficiels. Tu vas faire un stand amnesty, tu vas changer les rideaux de la fancifère, voilà, tu vas faire 2-3 trucs, mais on ne va pas leur dire, écoute, on va voir le ROI avec les points fondamentaux sur les règles du vivre ensemble. Parce que si on laisse les jeunes faire, alors là, ça va être la chienlit, ça va être n'importe quoi. Il y a un peu ce mythe, je caricature à gros traits, qui reste sur comment est-ce qu'on doit protéger du risque. Mais c'est une voie sans issue, parce qu'à force de voir du risque, on ne voit pas les ressources, on ne peut pas embrasser les deux dimensions. Donc avec mes collègues, ce qu'on a tendance à faire, c'est, certes, on peut parler du risque, mais d'abord, on va parler des besoins,
On va parler des ressources, on va parler sur vers où on veut aller avec les jeunes, vers où ils veulent aller. Et ça ne nous appartient pas, c'est à eux de le construire, parce que moi, je ne sais pas ce qui est bon en matière de sexualité pour eux, je ne sais pas ce qui est bon en matière de relations affectives, c'est à eux de le trouver. J'ai déjà moyennement ce qui est bon pour moi, j'essaie de me débrouiller dans ma vie, mais je peux juste soutenir, voir comment eux peuvent être autonomes et se faire du bien. Et je crois que c'est un peu le sens de votre propos, enfin, dites-moi. Hein. Oui, exactement. Et donc, c'est vrai qu'on a tendance, nous, à nous appeler un peu en disant, bah oui, mais est-ce que vous pouvez pas venir faire de la prévention? Et le terme prévention, c'est un peu justement parler de ces risques-là, parler des dérives, etc. Ce qui n'est pas du tout notre objectif. Donc, nous, on n'est pas du tout, quand on fait des animations, dans la culpabilisation. Donc, on veut vraiment déculpabiliser les jeunes par rapport à ce qu'ils vivent. Et on va partir d'eux, comme on le disait tout à l'heure. Et donc, l'idée, c'est qu'ils puissent justement prendre conscience de ce qui se passe, des conséquences, des impacts que ça peut avoir, mais qu'ils puissent eux-mêmes ou elles-mêmes développer un esprit critique. Donc nous, on utilise pas mal d'outils en fait qui va permettre parfois de stimuler l'empathie, donc de les mettre dans des situations, de pouvoir se positionner, mais il n'y a pas de réponse toute faite. Et donc c'est ce qui est parfois difficile pour l'adulte en fait, c'est de dire mais est-ce que vous pouvez pas venir faire une animation parce qu'après comme ça au moins c'est bon, c'est un peu comme une checklist, ça va, c'est bon, ils n'iront plus sur les réseaux sociaux, ils feront attention, ils n'enverront plus de texting et ça va mieux aller. Alors que c'est pas du tout ça. Et donc, c'est un peu ce qui est compliqué. Donc, nous, on fait aussi beaucoup d'accompagnement des professionnels pour expliquer un petit peu comment on travaille et notre méthodologie. Mais donc, l'outil, en fait, et les outils qu'on utilise servent à ça. Servent à ce que les jeunes puissent finalement identifier leurs propres ressources. Et donc, quand on parle, par exemple, donc là, vous avez un outil qu'on a créé pour traiter de la thématique du sexting, comme on va le développer dans un second temps. Mais donc, l'idée n'est pas de dire, ouh là là, le sexting, c'est dangereux, attention, vous savez, tous les risques, revenge porn, etc. Ça, oui, évidemment, on va en parler, mais l'idée n'est de ne pas cibler l'animation rien que là-dessus. C'est de pouvoir parler de, finalement, comment est-ce qu'on entre en séduction, qu'est-ce qui se joue, parfois dans un couple, ou aussi dans un futur couple, comment est-ce que je vais pouvoir agir sur l'autre, est-ce que j'utilise pas certains mécanismes comme la culpabilisation, l'intimidation, ou parfois le chantage, et pourquoi est-ce que je fais ça, et de pas lier ça rien qu'aux réseaux sociaux, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on fait dans notre vie et dans notre quotidien de manière générale. Et donc, finalement, c'est plutôt de les questionner. Tu t'es senti comment quand tu étais dans cette position-là? Et comment est-ce que tu aurais réagi? Est-ce que tu t'es respecté? C'est quoi se respecter? Et donc, c'est ça qu'on va aller questionner chez les jeunes, parce que finalement, c'est eux qui ont les réponses. Et l'idée, c'est de pouvoir débattre finalement ensemble de toutes ces questions-là, quoi. Juste un retour sur la notion de risque. C'est naturel et c'est normal que les adolescents prennent des risques. Donc notre métier, c'est pas d'immuniser les adolescents contre le risque. C'est parce qu'on risque de tomber qu'on décide un jour de se lever, de se mettre debout. On risque de se prendre un râteau qu'on décide de déclarer qu'on est amoureux. Voilà. Le risque est nécessaire. Ce qu'il y a, c'est qu'on peut risquer que quelque chose de positif nous arrive ou quelque chose de négatif. Donc une société qui serait immunisée contre le risque, c'est un peu, moi, terrifiant, je trouve, parce que ça veut dire que c'est une société condamnée à mourir, il n'y a rien qui bouge. Et donc, le risque que quelque chose addevienne, c'est aussi embrasser toutes les possibilités positives. Et donc, oui, on ne mesure pas ce qui va se passer dans les rapports amoureux, mais en même temps, c'est ça tout l'attrait de tomber amoureux. Techniquement, quand vous tombez amoureux d'un inconnu ou d'une inconnue. Voilà. C'est après coup que vous dites « Ah ouais, comme ça, sa personnalité ». Et puis quand vous divorcez, c'est un pervers narcissique manipulateur. Oui, enfin... Voilà, j'ai caricature, je fais exprès. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut jamais présumer de ce qui va se passer dans une relation. Et donc, on ne peut pas non plus jouer les Cassandres avec les adolescents. On peut juste leur souhaiter d'avoir des outils internes et externes pour un peu se débrouiller avec tout ça, comme nous, on fait semblant de se débrouiller en tant qu'adulte. Hein. On fait genre on sait, mais en fait, on ne sait pas du tout ce qu'on fait en général. On joue le jeu, voilà. Un peu comme la pub maman, papa, comment on fait les bébés, en général, on ne sait pas très bien. Il y a deux trucs qui nous mettent mal à l'aise, la sexualité de nos enfants et celle de nos parents. Voilà. Maintenant, mentalement, vous imaginez celle de vos familles, tant pis pour vous. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut être attentif dans ce qu'on transmet comme message, comme vous l'avez dit. Si ça vient, s'il y a des questions sur ce qui préoccupe, sur ce qui pose question, sur ce qui interpelle, il faut l'accueillir. Mais il ne faut pas commencer par là. Parce que sinon, ça veut dire que la première porte d'entrée qu'un adulte va venir avec eux sur la sexualité, c'est attention, c'est dangereux. C'est comme commencer un discours sur la nourriture en disant attention, tu risques de t'étouffer si tu ne mâches pas ou tu vas avoir des perturbateurs endocriniens. D'abord, il faut un peu voir comment ça peut être intéressant et comment ça peut faire plaisir. C'est pas très différent, enfin c'est très très différent, je vais me faire engueuler par les sexologues, mais il y a l'idée de d'abord, c'est quelque chose qui est censé faire du bien
en tout cas, qui peut être positif. Voilà, et ça, il ne faut pas le négliger. Ça, c'est juste une petite slide sur un colloque et des actes disponibles numériquement en accès libre sur un thème un peu hybride qui était l'éducation aux médias et la vie affective et sexuelle, qu'on avait réalisé avec différents partenaires. C'est le fruit d'un travail de 2 ans d'un groupe de travail, voilà, avec des balises sur quiconque qui veut intervenir sur ce thème un peu hybride, pour vraiment avoir une posture positive telle qu'on vient de la déployer maintenant. Parce qu'il y avait les gens qui ont des compétences médias disaient « Ouais, mais la sexualité, c'est pas notre truc, c'est les plannings. » Et puis certains plannings disaient « Ouais, mais tout ce qui est médias, c'est pas notre truc. » Et donc, comment on réunissait ce petit monde-là ? Et en fait, il y avait une question de légitimité. Et je pense que la question de l'expertise en matière de sexualité, c'est vraiment quelque chose à balancer aux orties, parce qu'il n'y a pas d'expertise en matière de sexualité. Il y a vraiment du bricolage. Après, il y a des choses inadéquates, ça peut-être que vous... Voilà. Mais il y a surtout comment est-ce qu'on peut bricoler ensemble positivement et construire un truc qui tienne vaille que vaille la route et qui nous fait du bien. Voilà. Est-ce que les adolescents comparent leur corps ? Ben oui. Déjà, ils essaient de voir ce qui leur arrive, hein. Le corps est une trahison à l'adolescence, surtout chez les filles, parce qu'il y a quand même des choses spectaculaires qui arrivent, et d'ailleurs en général elles ont beaucoup plus à gérer avec les garçons, ils sont quand même vachement protégés, et bon, ils ont vaguement des caractères sexuels qui arrivent comme ça, de petites moustaches dégueu, là, un petit duvet que certains adolescents laissent au début parce qu'ils trouvent que ça fait viril, avec la voix qui mue. « Ah, t'as vu Jean-Kévin, il a une moustache !» Voilà, après on oublie tout ça. Et les filles, elles ont tous les caractères sexuels secondaires qui peuvent arriver de manière assez rapide et plutôt que les garçons en plus, et puis il y a les menstruations, et donc il y a une espèce de choc comme ça qui peut arriver, où les attentes sociales aussi vont être très fortes. Et donc, je dis tout le temps, c'est pas une personne qui devient adolescente, c'est un système. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir des attentes différentes pour cette personne, qui tout de suite au niveau du corps peut avoir une attitude assez mature, mais qui dans ses attitudes psychologiques, voire comportementales, ça reste quelqu'un un peu d'enfant. Et donc, on a tendance parfois à surestimer comment les adolescents peuvent être matures et s'approprier leur corps. C'est pas parce qu'ils ont l'apparence d'un mini-adulte qu'ils sont vraiment adultes dans leur façon d'être. Et évidemment, ils vont se comparer socialement au corps des autres. Parce que l'autre, c'est leur jauge identitaire. Et donc, les réseaux sociaux vont jouer de ça, évidemment, mais on le fait tous, la comparaison sociale. Sinon, un truc qui s'appelle la mode n'existerait pas. Ce truc qui vous pousse à mettre des vêtements que dans 6 mois, vous trouverez horribles. Voilà, c'est parce qu'on a besoin de se comparer aux autres. À la fois être les mêmes, mais à la fois être différents. Mais les mêmes, mais différents. Et donc, on n'en sort jamais. Donc, les réseaux sociaux vont évidemment mettre ça au paroxysme et vont jouer de ça, parce que ce sont des algorithmes qui favorisent ça. Et l'adolescent, il est aussi un algorithme de comparaison sociale, où la manière dont il s'habille, ça signifie « j'appartiens à tel groupe ». Et si j'appartiens à tel groupe, ça veut dire que j'appartiens pas à un autre. Repensez à comment vous vous habillez peut-être adolescent et comment vous avez évolué dans vos styles vestimentaires. C'était aussi une recherche de soi à travers comment... Oui, ça suscite des souvenirs embarrassants, je vois. Parfois. C'est bien la preuve qu'on évolue, et c'est ça qui est beau avec l'adolescence, c'est qu'il n'y a rien qui est figé. Donc, est-ce que les plus fragiles peuvent être atteints par cet effet de comparaison sociale ? Forcément. Forcément, si je suis fragile, qu'il n'y a personne pour valoriser mon estime de moi, me reconnaître pour qui je suis dans ma différence physique, par exemple, parce qu'il y a des gens qui sont différents de la norme, bah oui, ça peut risquer de m'atteindre. Maintenant, les adolescents qui sont, entre guillemets, bien investis, bien accueillis dans leur façon d'être, dans qui ils sont investis narcissiquement, valorisés, bah oui, cet effet de comparaison sociale va moins les toucher. Pourquoi ? Parce qu'ils ont d'autres sources pour gérer un peu ce discours de comparaison sociale. Mais voilà, si vous regardez n'importe quel magazine de mode, mangez moins, maillot été, bikini challenge, summer challenge, machin, là c'est la mode. Et puis, une recette light, machin, et en même temps faites-vous plaisir. Donc on est tout le temps dans des injonctions comme ça. Alors que les garçons, il n'y a pas bikini challenge. Il y a peut-être barrette de chocolat, vaguement, mais c'est quand même fort les filles qui portent ça. Et donc, encore une fois, les réseaux sociaux n'ont rien inventé, ils ont juste accentué le curseur de manière beaucoup plus intense. Et donc c'est un peu ça qu'on va travailler avec eux dans les animations, c'est qu'on va vraiment leur dire, voilà, vous avez toute une société, une culture populaire qui vous entoure, comment est-ce que vous l'analysez ? Est-ce que vous êtes satisfait ? Est-ce que vous êtes confortable ou pas avec les normes qui vous sont projetées ? Et donc on va par exemple déconstruire des choses comme, tiens, est-ce que vous avez déjà remarqué que dans les Disney, les méchants, souvent ils sont gros ? Et souvent, les personnes grosses dans les films, elles sont représentées gourmandes et tout le temps en train de manger. Qu'est-ce que ça vous dit ? Et qu'est-ce que ça dit de l'estime de soi qu'on peut développer quand on est plus grosse que les autres ?
on peut aussi remarquer que un mannequin, c'est rarement, quasiment jamais, une personne porteuse de handicap, que ce soit physique ou mental. Qu'est-ce que ça dit de notre société? Qu'est-ce que ça dit de nos normes de beauté? Et est-ce que vous êtes en accord avec ça ou pas? Finalement, c'est vraiment leur donner des grilles d'analyse de tout ça. C'est aussi souvent travailler autour, mais ça on va en reparler plus tard, des mythes de la pornographie qui, comme tu le dis très justement, ne sont pas transmis que par la pornographie, mais sont vraiment aussi transmis par les films, par comment est-ce qu'on représente une relation sexuelle dans un film. C'est très stéréotypé, c'est très normé et cadré. Comment est-ce que la publicité vient mettre de la sexualité dans à peu près tout, et comment est-ce que du coup ça nous informe sur ce qu'on devrait être ou ce qu'on ne devrait pas être en tant que jeune adulte en construction. On va aussi beaucoup travailler l'idée que le corps féminin est constamment mis à disposition. C'est un objet de consommation, c'est un objet de vente. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut se permettre de dire aux femmes dans la rue qu'elles devraient sourire et qu'elles sont jolies, parce que de toute façon, elles sont à disposition, c'est pour ça. C'est pour nous faire plaisir, c'est pour nous vendre des trucs. Et donc, on va aussi travailler tout ça avec eux pour voir, tiens, voilà la société, ce qu'elle nous présente, voilà ce qu'elle nous vend, qu'est-ce que ça a comme conséquence dans vos vies à vous, et comment est-ce que vous le vivez? Quels sont vos besoins par rapport à ça? On va aussi fort travailler, parce que comme tu le disais, les femmes vont être beaucoup plus impactées par cette société très patriarcale capitaliste, et donc travailler le fait qu'il y a souvent des doubles injonctions. C'est que à la fois, il faut être prude et réservé, tout en étant quand même un peu jolie et apprêtée. Mais à un moment donné, quand on va rentrer dans une sexualité telle que la société nous dit qu'il faut l'avoir, donc une sexualité de couple stable et hétérosexuel, alors là, il faudra être un peu créative et un peu, oui, une bête de sexe, mais dans ce cadre-là et dans ce cadre-là uniquement. Et donc, dans la construction, l'apprentissage peut être vraiment compliqué pour ces jeunes femmes, parce qu'il y a vraiment une recherche de posture correcte, équilibrée, ni trop peu, et on va être vraiment dans l'essai-erreur quelque part. On est dans l'apprentissage de quelque chose, et souvent, ça va être compris et appréhendé dans l'après-coup. C'est après que j'ai envoyé cette photo ou que j'ai posté ce truc que je vais me dire « Ah oui, en fait, je recherchais ça, j'ai obtenu ça, c'était pas tout à fait ça que je voulais. J'ai appris un truc. » Et donc, c'est aussi de pouvoir dédramatiser cet apprentissage-là avec eux et d'aller leur donner des ressources quand ils font cette expérience-là. On travaille ça à travers différentes choses. On utilise les réseaux sociaux parce que concrètement, c'est un outil qu'ils utilisent, donc ne nous privons pas. Donc là, je vous ai donné quelques exemples de comptes. Je pense par exemple à Corps Cool, qui est un compte qui travaille beaucoup la grossophobie, à Aggressively Trans, qui produit du contenu pédagogique très intéressant, et enfin à Céleste Berber sur un mode plus rigolo, amusant, qui va vraiment se moquer de la mode et du monde de la mode, surtout féminin. Voilà. Pour rebondir sur ce que tu disais, encore aujourd'hui, c'est la femme qui est responsable de sa sexualité et de celle de l'homme. Je m'explique. C'est-à-dire que, comme tu l'as exactement dit, c'est-à-dire que la fille de bonne famille, la fille sage, prudente, elle doit résister aux assauts du mal, qui lui est un être naturellement porté à tremper son biscuit n'importe où, n'importe comment, sans qu'on lui dise quoi que ce soit, et c'est même très valorisé, ça s'appelle un don juan, un tombeur, tout ce que vous voulez, alors que la fille, elle doit résister aux assauts et s'offrir seulement à l'élu de son cœur. Je caricature à mort, mais pas tellement, en fait. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'encore aujourd'hui, en 2022, et encore là, c'est que dans notre vision à nous occidentale, c'est toujours la femme qui doit juguler ses propres désirs sexuels, mais en plus, elle doit gérer celui de l'autre. Parce que si elle cède, déjà, elle cède à. Alors que ça pourrait être un homme qui cède à. Enfin, je veux dire, donc on a déjà une attente sur comment les filles doivent gérer et réfréner leur sexualité. Parce que ça doit être modéré. C'est un peu ce que tu dis, quoi. C'est quoi ? Clean in the street, freak in the sheets, c'est un truc comme ça. Voilà, donc il y a encore une fois une injonction de tu dois être comme ça en matière sexuelle. Et tu dois avoir l'orgasme dès qu'il y a une pénétration vaginale. Et il n'y a que la pénétration vaginale, bien sûr, qui fonctionne. C'est bien connu. Voilà. Je ne sais plus qui disait... 98% des hommes croient que le clitoris est une marque de Toyota. Enfin, voilà. J'ai jamais roulé avec ce modèle-là. Mais... Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a beaucoup de discours sur ce que doit être la sexualité selon le genre. Et on va peu s'occuper des différents de genres et comment c'est perçu. Petite anecdote, vous savez que pendant très longtemps, l'anatomie, les cours d'anatomie sont calqués sur le corps de l'homme. Et qu'on a considéré pendant longtemps que le corps de la femme, c'était un corps de l'homme avec des problèmes.
voilà, encore un peu handicapé. Pourquoi ? Parce que les premiers anatomistes, le corps standard, c'était celui de l'homme. Et c'est pour ça qu'on a des croyances que quand on a un arrêt cardiaque, on a forcément mal au bras gauche, etc. Or, ce sont des signaux typiquement masculins et encore qu'on ne retrouve pas. Tout ça pour dire qu'on est fort ignorant, et c'est aussi une posture, je crois, de notre société, de qu'est-ce qui concerne les femmes, quels mots elles ont à dire sur leur propre sexualité. Et là, c'est un homme blanc qui est encore en train de parler des femmes, donc c'est pas du tout légitime. On pourra en parler après. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans l'éducation aussi à la sexualité, et je pense que les parents ont aussi un rôle à jouer très positif par ailleurs, c'est comment on accepte aussi les codes. Je pense à, on parlait du genre, mais il y a des petits livres pour enfants, c'est Princesse Kevin, je ne sais pas si vous connaissez, où Kevin, à son école, il veut mettre une robe de princesse pour aller au carnaval. C'est pas que Kevin est gay ou quoi que ce soit, et d'ailleurs on s'en fiche, c'est qu'il a envie de mettre une robe parce que c'est un bal costumé. Donc ça parle des représentations. Si déjà là, on commence à se questionner sur comment on rentre dans le rapport affectif, le rapport à soi-même, alors ça ne peut qu'ouvrir des portes et fluidifier tout ça. Et donc des crispations à ce niveau-là pourront être travaillées à haut lieu. Qu'est-ce qui a changé concernant l'initiation de la sexualité chez les jeunes ? Eh ben, pas grand-chose. De manière assez décevante, les jeunes ne font pas du sexe beaucoup plus hard, beaucoup plus tôt, beaucoup plus intense. Ils se débrouillent toujours plus ou moins à la même période de la vie. Ils essayent de bricoler un truc dans leur couple. Voilà. Et il n'y a pas vraiment, depuis les 20 dernières années, en tout cas, c'est les données que moi j'ai pu trouver, des choses de plus en plus différentes que ce que les générations avant ont expérimenté. Ce qu'on peut dire par contre, c'est que l'écart entre la première fois chez les garçons et la première fois chez les filles a diminué. Ce qui est très bien, ça veut dire que les filles sont beaucoup plus libres, entre guillemets, d'avoir des rapports sexuels hors mariage. Voilà. Parce qu'avant c'était ça, et il fallait attendre d'avoir son premier mari avant d'entrer dans une vie active sexuelle. Maintenant cet écart tend à disparaître. Ce qui ne disparaît pas, c'est les injonctions de genre et la pression pour passer à l'acte, qui est quand même une pression des hommes vers les femmes, voilà, encore et toujours. Et ça, peut-être que tu pourras en dire un peu plus sur comment le fait d'accepter la première fois, c'est aussi plus quelque chose, je crois, de relationnel pour la fille, que le garçon, c'est peut-être moins, c'est moins un peu ça qu'il va chercher au début. Alors, en tout cas, il va moins poser cet enjeu-là, mais bon, ça peut être une question que tu vas éclairer de ton regard spécialisé. Donc, pas de panique à bord. Les jeunes ont toujours une sexualité, mais elle n'est pas si différente que celle qu'on a eue, en tout cas. En termes de statistiques, qualitativement, elle est forcément différente parce que ce n'est pas nos vies, mais c'est le discours qu'on a sur la sexualité qui a changé. Alors, est-ce qu'on est une société plus pornographique ou pas ? Je ne sais pas. Je crois qu'on a toujours été une société pornographique. Dès qu'on a pu gribouiller des trucs sur une cave, dans une grotte, il y a des milliers d'années, il y a tout de suite des pénis, des machins qui sont apparus. Enfin, je veux dire, si vous recherchez un peu en archéologie, dans l'histoire de l'art, il y a toujours eu une représentation de la sexualité. Par contre, peut-être que le rapport qu'on a au corps, le rapport qu'on a au plaisir, ça a évolué très fort. Mais on n'est pas toujours libéré encore de bonnes vieilles croyances judéo-chrétiennes qui sont très centrées sur la culpabilité, qui percolent encore sur comment on a une vision du corps et de ce que devrait être la sexualité. Et ça, j'en sais rien. Oui, tout à fait. En fait, nous, on a voulu vous exemplifier ces propos-là par ce qu'on entend en animation. Donc, nous, on constate en fait depuis plusieurs années maintenant que les questions sont identiques. Vous pouvez aller dans une même école, et donc nous, on suit une même école, par exemple en 2e secondaire. Si systématiquement, on a les mêmes types de questions, c'est-à-dire des questions en lien avec la virginité. Donc, qu'est-ce qu'à un moment donné, je vais décider d'entrer dans ma sexualité ? Est-ce que le fait de faire une fellation, c'est déjà un premier rapport sexuel ou pas ? Si à un moment donné, j'ai des pratiques comme la sodomie, est-ce qu'à un moment donné, je suis vierge ou pas ? C'est quoi la virginité ? Si j'embrasse quelqu'un, est-ce qu'on peut considérer que j'ai déjà fait de la sexualité ou pas ? Comment finalement on sait qu'on est prêt à d'avoir un rapport sexuel ? Quels sont les signes ? Est-ce que je suis normale ? Ça ressort tout le temps dans cette question de la normalité. Est-ce que mon sexe est normal ? Est-ce que si je suis attirée par telle ou telle personne, est-ce que c'est quelque chose de normal ou pas ? Est-ce que je dois m'épiler ? Cette question de la pilosité est systématique et donc montre aussi que finalement,
les médias n'ont fait, comme le disait Arnaud, n'ont fait qu'accentuer quelque chose qui était déjà présent, mais aussi transmettre des codes, des normes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se référer à ça, mais qui existait dans des livres auparavant, dans des films. Je veux dire, les réseaux sociaux n'ont pas créé quelque chose de nouveau. Ils ont simplement apporté un autre contenu. Et donc, c'est pour ça qu'on a toujours peur, en fait, de ce qui est nouveau. Hein. Donc, TikTok, pour le moment, c'est la peur absolue parce qu'en fait, on ne connaît pas, puisque systématiquement, quand un adolescent, en fait, enfin quand un adulte entre sur un réseau social, donc par exemple les adultes maintenant sont beaucoup sur Facebook, directement en fait les jeunes partent de ce réseau-là. Un truc de vieux Facebook, je suis désolé, mais s'ils sont sur Facebook, vos jeunes, c'est pour vous faire plaisir. Mais exactement. Voilà. Si vous voulez faire en sorte que vos jeunes n'aillent pas sur un réseau social, inscrivez-vous dessus. Ça va tout de suite, ça va tuer le sex appeal du réseau social. Voilà. Il faut devoir créer des faux comptes, tout ça. Donc ça, c'est le bon moyen. Donc allez sur TikTok. Tout de suite, ça va devenir ringard. C'est prouvé scientifiquement. Oui, et donc c'est pareil. Instagram, maintenant, c'est aussi un peu has-been pour certains jeunes. Et donc, du coup, on se rend compte qu'à chaque fois, ils vont s'approprier parce qu'ils ont besoin d'un espace, en fait. Un espace, comme on le disait tout à l'heure, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir être en relation, pour pouvoir poser leurs questions. Et donc, ce qu'on constate, nous, c'est que finalement, l'âge de ce premier rapport, il n'a pas changé. Les questions, elles sont les mêmes. L'entrée en sexualité, c'est la même chose. C'est juste que finalement, ça va poser d'autres questions, d'autres débats, qu'il va y avoir effectivement des injonctions de genre systématiques. Et donc, c'est ça qu'on va travailler finalement en animation. Ce sont tous ces questionnements-là et ne pas être dans cette culpabilisation. Et donc, essayer d'aller les rejoindre au maximum parce qu'ils ont beaucoup aussi à nous apprendre finalement, ces jeunes. Et donc, ne pas être dans cette diabolisation et essayer de comprendre un petit peu où ils en sont. Oui, on est passé vraiment d'un point de vue sociétal de la morale à l'hygiène. C'est-à-dire, il y a une sexualité saine maintenant. Il n'y a rien de plus foireux que de dire qu'il y a une sexualité saine. Il y a une sexualité dans laquelle on est heureux, il y a une sexualité dans laquelle on est malheureux. Après ça, si vous voulez, c'est la question du prescripteur. C'est en quoi les agents de la santé publique sont devenus les nouveaux curés. Je fais un peu provocateur, mais c'est-à-dire, il y a la bonne sexualité et puis il y a la mauvaise. Il y a les choses hérétiques, il y a les choses amorales, immorales, et puis il y a la sexualité dite saine. Il faut vraiment faire gaffe quand on a ce genre de discours, parce qu'en fait, c'est un discours extrêmement normatif. Or, dans la vie intime, il n'y a rien de normatif. C'est les normes qu'on se fixe entre soi, et c'est ça l'intimité. C'est les normes qu'on va décider d'avoir ensemble parce qu'elles nous font du bien. Et c'est ça, c'est vrai, et c'est ça qui a évolué, parce que c'est vrai que ce qu'on nous demandait finalement en tant que centre de planning avant, c'était de faire des animations justement de prévention, donc de diaboliser un peu la question des IST. D'ailleurs, on parlait de maladies sexuellement transmissibles. Maintenant, on voit que le terme a évolué, etc. On voulait montrer, en fait, on voulait diaboliser pour parler de tous les risques, de toutes les peurs, de tout ce que ça pouvait engendrer de mauvais. Et finalement, ça a évolué dans les discours. Maintenant, dans les centres de planning, on ne parle pas du tout. Enfin, on va parler évidemment des questions des IST, etc. Mais on va plus aussi voir la sexualité de manière positive. Et c'est important aussi de montrer qu'il y a une sexualité positive. On va aussi essayer d'aller plus loin parce que, oui, bien sûr, les jeunes sont au courant qu'il faut mettre des préservatifs, sinon on risque d'attraper des IST. Mais là où on va creuser, c'est, tiens, qu'est-ce qui fait que parfois on ne le fait pas ? Qu'est-ce qui fait que, et ça, jeune ou moins jeune, à un moment donné, on n'est pas des êtres de raison et on va aller au-delà de ça, même si on sait que c'est pas ça qu'il faut faire, mais il y a quelque chose d'autre qui se joue en nous. Et c'est ça qu'on va aller un peu questionner avec eux pour voir comment est-ce qu'on peut remobiliser des ressources à ce moment-là. Et aussi parler de justement le fait de prendre des risques, c'est intéressant. Enfin, comme tu disais tout à l'heure, prendre un risque, ça peut être intéressant et ça peut être salvateur. C'est parfois de nos plus gros échecs qu'on apprend le plus. Et donc l'idée, nous, c'est de dire, ok, même si à un moment donné, tu n'utilises pas le préservatif parce que tu as oublié, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Comment tu le sens ? C'est quoi tes possibilités ? Et de re-questionner à chaque fois ces ressources-là. Parce que nous aussi, en tant qu'adultes, on sait très bien qu'on ne peut pas rouler à 150 sur l'autoroute. Parfois, on le fait, mais il faut juste avoir conscience de quand on le fait, qu'est-ce qui va se passer. Donc, c'est un peu tout ça qu'on va essayer aussi de travailler avec les jeunes. J'ai entendu, mais je serais intéressé d'avoir votre confirmation, si vous le savez, que les plus gros taux de contamination en fait aux IST, c'est vers les quadras, les quinquagénaires qui sont divorcés, qui se disent je vais reprendre une activité et qui n'ont plus du tout l'habitude et les réflexes puisqu'ils s'étaient casés,
bon, déjà de réavoir une sexualité, parfois parce qu'il y a des tensions, etc. Et donc, du coup, qui prennent des risques et qui n'ont pas du tout ce réflexe, alors que chez les plus jeunes, il y a ce réflexe qui est intégré. Mais peut-être... Ça a été prouvé. D'ailleurs, on avait fait tout un article là-dessus qui est sorti dans la presse il y a quelques années, où vraiment il y a eu une recherche et où on se rend compte que finalement, c'est chez, effectivement, à partir de 40, 50 ans, on constate un pic au niveau des IST beaucoup plus important parce qu'ils n'ont pas été non plus, ils n'ont pas entendu parler de préservatifs, ça fait pas partie de leur culture et pourtant c'est quelque chose qu'ils demandent à leurs enfants, à leurs petits-enfants, etc. Et donc c'est tout ce paradoxe en fait. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, moi je décide de prendre un risque, mais que je veux pas que mon enfant, mon petit-enfant le fasse, quoi. C'est pareil avec le permis de conduire. C'est-à-dire que moi je peux rouler à 150, mais si jamais mon enfant le fait et qu'il ramasse un PV, ben ça va barder, quoi. Donc oui, si c'est toi qui payes le PV surtout. Mais par ailleurs, pour faire un parallèle avec l'éducation média, des études récentes montrent quand même que c'est les personnes âgées et à partir de 40-50 ans qui sont les plus susceptibles de partager des fake news sur Facebook et sur Internet, en fait. Donc c'est pas forcément les plus jeunes. Pourquoi ? Parce qu'ils sont héritiers d'un modèle de pensée qui est le journal. Et le journal est un indice de la réalité. Alors, une réalité orientée plus à gauche ou plus à droite, hein, voilà. Mais il y a ça qui se traduit quand même. Donc cette perception du risque, elle est souvent à sens unique chez les adultes, c'est fais ce que je dis et pas ce que je fais, en gros, et on va toujours estimer que les jeunes ne savent pas ce qu'ils font, et donc ils sont plus à risque que nous, parce que nous, on sait mieux. En tout cas, on a vécu, c'est vrai à certaines dimensions, mais ça n'est pas toujours juste. Pourquoi ? Parce que surtout en matière de sexualité, bah déjà, il y a une notion d'intimité, et comme je crois l'avoir dit tout à l'heure, l'intimité à l'adolescence, c'est d'abord par rapport aux parents, et pas par rapport au père. Et donc, il y a des choses qu'on n'a pas envie de partager. Voilà. Ce qu'on a envie de partager, c'est d'être en sécurité, d'être accompagné, soutenu. Et ça, je crois que c'est aussi important. Je passe un peu du coq à l'âne, mais pour les professionnels qui ne sont pas en centre de planning aussi, c'est pas parce que vous ne savez pas que vous n'êtes pas au cœur du contenu, que vous n'êtes pas important. Je crois que si vous accueillez, que vous dites « je t'accompagne à un endroit, je suis là pour toi », même si je ne sais pas tout, mais je vois que tu as un mal-être, c'est quand même entendu par le jeune. C'est pas tellement le fait de savoir qui est important, c'est le fait d'être là. Comme quand vous rentrez chez vous et peut-être, je sais pas, votre conjoint ou votre famille, à votre entourage, vous confiez vos difficultés, vous n'attendez pas forcément que votre conjoint réponde à votre difficulté. Ce que vous attendez en premier lieu, c'est qu'il soit là et disponible. Et donc c'est ça vraiment l'importance aussi d'accompagner le jeune, c'est d'avoir une présence bienveillante, disponible, prévisible surtout, et qui prétend pas avoir de solution spécialement, mais qui prétend chercher à la limite avec le jeune s'il en a besoin. Parce que parfois on a des problèmes qui ne demandent pas de solution. Le fait d'être triste parce qu'on s'est fait plaquer, ça ne demande pas une solution, ça demande d'acquiescer, qu'on va chialer ensemble et que voilà, on va regarder un film, n'importe quoi, mais on est là. Voilà. Et donc c'est ça aussi l'accompagnement, la vie affective et sexuelle, c'est oui, c'est normal, c'est le fameux mot d'être triste, oui, c'est normal de ressentir des trucs, oui, c'est normal de ne rien ressentir et on s'en fiche à la limite. Donc c'est naviguer dans cette complexité à vue sans pouvoir prétendre la résoudre. En tout cas, moi, j'y suis pas parvenu et je ne vais pas essayer du tout. Mais c'est de naviguer avec les personnes parce qu'on ne sera jamais à leur place. Ok, ben je vais peut-être enchaîner directement, je ne sais pas où on en est au niveau du timing, mais je vais vous présenter un autre outil qu'on peut utiliser en animation pour parler vraiment des stéréotypes de genre qui pèsent sur la sexualité. Et là, encore une fois, on parle des jeunes, mais ça s'applique à un public moins jeune aussi, quoi. Donc, l'outil qu'on utilise, c'est le phrase-be. On prend des phrases affirmatives qui sont toujours un peu clichés et qui vont permettre d'amener le débat. Donc, ces stéréotypes chez les personnes qui se reconnaissent comme femmes, ça peut être « une femme qui aime le sexe est une salope », une femme qui accumule les coups d'un soir est une nympho. Si une femme ne couche pas, elle se fera larguer ou tromper. Ou encore, entre femmes, ce n'est pas vraiment faire l'amour. Et du coup, là, on retrouve cette idée qu'en effet, la sexualité saine, la sexualité normale, c'est une sexualité pénétrative, une sexualité hétérosexuelle. Sinon, c'est pas vraiment de la sexualité. Et d'ailleurs, ça a aussi des conséquences sur les personnes lesbiennes. Il y a parfois tout un questionnement, ne serait-ce qu'on reparle de ça, de tout ce qui est IST, puisqu'on ne considère pas que la sexualité lesbienne est une véritable sexualité, alors on ne va pas faire de la prévention autour des IST. C'est une phase. C'est une phase en plus. Mais elle fait ça pour exciter les hommes, de toute façon. Il ne faut pas l'oublier. Donc, il y a tous ces questionnements-là qu'on va déconstruire avec les jeunes. Aussi, le fait, et ça va vraiment être important dans le développement de la sexualité féminine, c'est que
non seulement il ne faut pas trop aimer la sexualité, il ne faut pas s'approprier sa sexualité pour soi, parce qu'alors là, c'est trop dangereux, on devient une salope. Mais par contre, il y a quand même une dette sexuelle qui reste une idée prégnante dans le couple. C'est que si je ne fais pas un effort, si je ne vais pas vers l'autre, alors je suis aussi en danger quelque part. Et donc, les femmes vont parfois avoir du mal à s'approprier la sexualité pour elles. Et donc, dans certains couples, on va retrouver une sexualité où il y a pas vraiment de plaisir ou peu de plaisir, et donc il ne va pas y avoir forcément beaucoup de désir, et parfois ça va entraîner des dysfonctions sexuelles comme des dyspareunies, des douleurs pendant les relations sexuelles. Et donc tout ça part d'un stéréotype de genre, quoi. Ensuite, chez les personnes qui se reconnaissent comme hommes, on a l'autre pendant, donc on a l'idée que les hommes pensent tout le temps au sexe, ils ont toujours envie et ils sont toujours prêts à faire l'amour. Évidemment, vu qu'ils ont toujours envie, ils sont tous infidèles, et en plus, niveau sexe, c'est important, c'est l'homme qui doit décider, quoi. C'est l'homme qui doit être performant, il y a vraiment une pression à savoir ce qu'il veut, à guider les choses, voire même à imposer les choses, parce que c'est aussi une représentation qu'on a très souvent dans notre culture populaire, c'est que, les femmes, elles disent non, mais en fait, elles pensent oui. Et donc, c'est le rôle de l'homme de venir briser cette résistance. Quelque part, c'est à lui de venir montrer, tu vois, c'est moi que tu voulais, et finalement, j'ai gagné. Et je peux... le film est un peu vieux maintenant, mais je suis sûre que vous le connaissez tous. Si je vous parle de Han Solo et de la princesse Leia, on retrouve vraiment ce modèle-là. On va se disputer si on parle de Star Wars. Ça j'ai mes tabous personnels. Même pas un tout petit peu. On parle de Chewbacca, non Donc voilà, on se rend compte que vraiment tous ces stéréotypes vont peser sur la sexualité des jeunes, mais pas que, quoi, vraiment sur toute la sexualité des personnes en général. Oui, d'ailleurs, je reprends la balle au bon. Medianimation avait fait aussi sur la culture du viol au cinéma, où c'est le fameux baiser de Harrison Ford, où la technique de Harrison Ford, c'est tu colles la femme, tu la maintiens, tu forces un peu, et puis au final, elle est super contente. Voilà. Et donc c'est un peu ça le principe. Et donc je vous invite à aller voir cette vidéo et cette série Pop Model, d'ailleurs, qui est vachement bien faite, d'ailleurs. Et dans le même modèle aussi, on se rend compte que dans les relations amoureuses, dans les films, souvent, c'est la même histoire. C'est toujours évidemment une femme cis, un homme cis. Et cette femme va au départ détester cet homme qui est si désagréable. Mais en fait, finalement, il avait des fêlures. Et donc, après toutes ces disputes, on va finir par bien s'entendre. Je vais tomber amoureuse de lui, essayer de le réparer. Et je vais l'aider, je vais le réparer. Le sauver, je vais changer. Évidemment, oui. Faire de lui un homme meilleur. Et là, la relation amoureuse peut commencer. Donc on a vraiment ce même modèle où, encore une fois, les femmes ont cette charge à porter, comme tu disais, cette responsabilité dans la relation, cette responsabilité même dans la gestion des émotions, quoi. C'est un peu 50 Shades of Grey que tu viens de résumer, c'est ça. C'est, je fais l'amour avec toi, mais le contrat, c'est que tu dois changer et tu dois renoncer à toutes les autres pour moi. C'est ça. Mais en même temps, moi, j'accepte tes jeux bizarres, chelous. Voilà. Et c'est un peu ça, c'est un peu ce cliché de ce qui est vendu. Je vous conseille par ailleurs, tu parlais des hommes et des garçons qui rendent la sexualité, une série qui s'appelle Les Puceaux, qui est super bien faite, qui parle d'un garçon qui, sa copine lui dit « mes parents sont pas là, le week-end tu viendrais chez moi ». Elle lui fait « ah super ». Et en fait il est super paniqué et il sait pas très bien quoi faire. Donc c'est très mignon, c'est très doux, c'est super bien joué. Vous trouvez ça sur les internets. Voilà, ça s'appelle Les Puceaux, c'est une série française faite par, je crois, un centre de planning, je crois. Donc c'est une initiative vraiment positive et qui parle de toutes les questions que les garçons se posent aussi parce qu'ils font semblant de savoir et en général ils savent pas très bien ce qu'ils font. Et donc dans les dating apps, donc les fameux Tinder et autres, parce que ça c'est le côté hétéro, j'ai envie de dire, mais il y a une grande variété. Forcément, il y a un business, donc forcément il y a plein d'applications différentes. Pour les plus anciens, il y a Mythique, ce genre de machin, voilà. L'idée, c'est que c'est pas un réseau social. Parce que l'idée sur Tinder, c'est pas de savoir qui a couché ou qui était avec celui ou celle qui a suscité votre intérêt. En général, c'est pas ça qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, c'est de voir comment vous allez pouvoir entrer en relation avec l'autre et plus y affinité. Voilà. Et donc, ça implique des stratégies relationnelles. Moi, c'est comme ça que j'aime bien le voir. Pour être sur Tinder, il faut montrer qu'on s'est dragué. Mais il faut se draguer par texte. Donc, il faut montrer qu'on est intéressant dans le texte aussi. On n'a pas juste être intéressant en présentiel, mais il y a d'abord une accroche, une boutade, une entrée, ou voilà, ça dépend du style de chacun. Et donc, il y a des compétences à aller chercher, donc c'est des choses qu'on peut travailler avec les jeunes aussi. Ça concerne moins les jeunes ados, parce que déjà, je crois qu'il y a une population de jeunes adultes, très clairement, qui est dessus. Mais ça devient très présent dans la culture populaire. Et donc, je pense que c'est intéressant, si la question vient, de ne pas culpabiliser là-dessus, mais
En général, les jeunes, une fois qu'ils sont dessus, et même s'ils traficotent un peu l'âge, et ils vont vite se rendre compte que les enjeux des plus grands ne sont pas les leurs, et donc ils vont vite se faire repérer, et donc ça ne va pas aller plus loin en général. Donc moi, je ne suis pas fort inquiet pour cette question des dating apps, parce que c'est, j'allais dire, une porte d'entrée classique maintenant dans la sexualité adulte. On en pense que on veut. Est-ce que c'est plus capitaliste? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Je pense que ça aide des gens parfois à briser la solitude, ou c'est pas facile parfois quand on est dans une vie adulte d'avoir des lieux, et la pandémie l'a bien montré, où on peut socialiser. Donc c'est un peu le nouveau bal musette où on va dragouiller, mais je vous rassure, les gens, c'est pas le seul endroit où ils le font, et n'importe quel contexte où il y a plus de 10 personnes, les gens s'arrangent pour dragouiller. C'est un peu la marque de fabrique de notre espèce, et que se reproduire et dragouiller, on le fait tout temps, toute période, tout climat, tout endroit. Voilà. Donc il y a toujours ça. Et donc c'est pas une dating app qui va remplacer les modes de relation classiques d'entrée en séduction. Je crois pas en tout cas. Et il ne faut pas avoir peur non plus de la pornographie, parce qu'on parlait à un moment donné des applications de rencontres, mais on peut aussi parler de la question de la pornographie. C'est une thématique qui ressort systématiquement aussi lors de nos animations, parce qu'elles sont transversales, parce que finalement, on se rend compte, alors on parle de la pornographie, et donc il faut bien faire attention. Hein. Donc là, ça mériterait, j'ai envie de dire, un temps rien que pour cette question-là. Et donc, c'est intéressant de voir, de faire le parallèle entre pornographie, mais aussi ce qu'on voit dans les films et les relations amoureuses qu'on voit dans les films, où il y a effectivement, comme on disait, une hétéronormativité, et où il y aura certains mythes qui vont être relayés, et donc du coup, qui vont imprégner les jeunes. Et donc l'idée, encore une fois, c'est de ne pas dire « Ouh là là, la pornographie, c'est mal, n'allez surtout pas regarder », parce que de toute façon, justement, ça fait partie finalement de la construction et de ses questionnements et de sa recherche dans la sexualité. Et donc ça peut être très utile. Il faut simplement voir pourquoi est-ce que je regarde de la pornographie, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'y regarde. Le scénario. Oui, exactement. Et donc, du coup, de questionner finalement ces mythes-là. Et donc là, voilà, nous, on a créé des outils justement pour pouvoir partir d'eux, parce qu'ils en savent beaucoup plus parfois que nous-mêmes. Moi, je me souviens dans une animation où ils me parlaient de hentai. Je savais pas du tout ce que c'était. Et donc, si vous ne savez pas, je vous propose d'aller voir un petit coup d'œil, ça peut être sympa. Notre historique en planning, c'est sympa. Voilà. Du coup, allez voir votre historique de navigateur après. Si des gens dans votre famille voient que vous allez aller voir ça, ils vont se dire, tiens, maman, papa, ils ont allé voir des trucs. Donc, il faut assumer après. Hein. Donc, c'est de regarder hentai. Mais on vous laisse le suspense pour ceux qui ne savent pas de ce que c'est. Voilà, exactement. Et donc, je crois que c'est important aussi, du coup, encore une fois de plus, de partir d'eux et de revoir leur représentation, parce que nous, ce qu'on peut y voir, ce qu'on peut percevoir, c'est pas exactement nécessairement la même chose qu'eux. Et donc, d'analyser, de déconstruire ça. Et donc, l'outil que nous, on peut utiliser, notamment, c'est aussi un jeu ludique. Hein. Comme on disait, nous, ce qu'on aime bien, c'est aussi rendre les choses ludiques. Donc, c'est un jeu memory où on va questionner finalement les différents mythes et réalités de la pornographie, pas du tout en culpabilisant ou en disant oulala ou en diabolisant, mais plutôt en disant ok, qu'est-ce qu'on y voit, et de déconstruire un peu les choses pour partir de leur représentation, parce qu'ils ont toujours l'impression que finalement, quand on voit le sablier, un rapport sexuel, ça dure selon les jeunes 1 heure. Hein, comme je dis, donc quand on dit rapport sexuel, déjà, qu'est-ce que tu entends par rapport sexuel? Parce que pour eux, déjà, à chaque fois, il y a préliminaire, et puis pénétration, et puis éjaculation et plaisir et orgasme de manière simultanée. Donc c'est un peu le script. Hein, on compte le restaurant avant, dans l'heure ou pas? Parce que sinon... Dans les films porno, t'as pas souvent un resto. Hein, c'est souvent le plombier qui arrive, et puis voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est important de déconstruire ça avec eux, de voir finalement quelles sont leurs représentations de la sexualité. Qu'est-ce qu'un rapport sexuel? Peut-être qu'il n'y aura pas d'orgasme simultané. Peut-être qu'il n'est pas obligé d'y avoir une pénétration. Et donc, c'est de vraiment d'analyser ça avec eux. Et donc, cet outil qui est assez projectif, hein, finalement, vous voyez. Hein, parce que quand on dit on va utiliser un outil sur le porno, on nous dit « oulala, qu'est-ce que vous allez faire ?» Et donc, ici, l'idée, c'est vraiment d'être dans la projection et de partir de toi, qu'est-ce que tu y vois? Par exemple, quand vous voyez les arbres, qu'est-ce que vous y voyez? Qu'est-ce que ce serait comme mythe ou réalité de la pornographie, les 2 arbres? Pas tous en même temps. Oui, donc la question de la pilosité, mais il y a des personnes qui voyaient la question du prendre soin de la relation. C'est-à-dire que quand on prend soin de la relation à l'autre, quand on est dans un couple et qu'on prend soin de l'autre, l'arbre, il est beaucoup plus épanoui. Et que l'arbre, sinon, il est tout desséché si on ne met pas un petit peu d'eau dedans. Et donc, c'est ça, en fait. C'est vraiment partir de qu'est-ce qu'ils peuvent voir, de quelles sont leurs propres représentations par rapport à cette pornographie, et qu'est-ce qu'on peut retenir ou pas, et qu'est-ce qu'on peut critiquer ou pas. L'idée, c'est toujours ça. Et c'est de partir vraiment de manière non jugeante pour développer finalement leur esprit critique et leur analyse. Parce que c'est vrai que parfois,
on peut avoir des jeunes qui arrivent et qui nous disent « Oui, mais vous avez vu la taille du sexe du mec, mais moi, j'ai pas du tout ça. » Et donc, l'idée, c'est de pouvoir encore repartir de ces normes, déconstruire ces normes-là aussi, de pouvoir parler de ce qu'est finalement une sexualité de manière seule aussi, parce qu'on voit la sexualité comme si c'était un couple et un couple à deux, alors que ce n'est pas toujours le cas. Et donc, tout ça, on peut le parler aussi de manière beaucoup plus individuelle à l'accueil et répondre à l'ensemble des questions. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir ces outils-là pour stimuler le débat, quoi. Oui, sachant que comme les jeunes, il n'y a pas une pornographie, il y a un kaléidoscope de contenu. Ce qu'il y a à retenir, c'est que la pornographie ne crée pas des envies sexuelles. Elle n'a pas ce pouvoir-là. C'est-à-dire que vous allez chercher des contenus particuliers sur le porno, et encore, vous allez chercher une scène particulière en général. Donc si votre truc, c'est les infirmières en costume, vous allez chercher, alors peut-être que vous ne le faites pas consciemment, à un moment donné, des scripts, des mises en scène qui correspondent à des choses qui correspondent à vos scripts pulsionnels à vous. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir du plaisir ou être excité sur du porno, il faut que ça corresponde à quelque chose qui vous fasse sens. Et donc, pour la question des enfants qui tomberaient sur la question du porno, en fait, ils vont être choqués, peut-être, ou interpellés, ou ils vont avoir peur, ils vont se demander ce qui se passe. Mais vu qu'ils n'ont pas encore de libido comme les adultes, ça ne va rien générer, ça ne va pas générer une entrée précoce dans la sexualité s'ils tombent par hasard. Voilà. C'est autre chose que de dire que papa et maman regardent du porno dans le salon et ne respectent pas l'immaturité de l'enfant. Donc, il ne faut pas non plus tomber dans la panique. C'est pas parce qu'on tombe sur du contenu porno que tout de suite ça va engager une précocité relationnelle et des fantasmes complètement débridés qui vont toujours dans l'escalade. C'est pas vrai. D'ailleurs, ça ne se traduit pas non plus dans la clinique, ni dans la clinique, je pense, de la sexualité à problème. Moi, les personnes que j'ai reçues quelques reprises qui avaient des problèmes de consultation compulsive de la pornographie, la plus grande difficulté, c'était la gestion des émotions et la gestion de la honte et de la solitude. Et après, il y avait les aspects sexuels. Mais moi, ce que je travaille avec eux, c'est vraiment comment la pornographie était devenue pour eux une manière de réguler leurs émotions, en fait. Parce qu'ils passaient du temps à se masturber, en gros, parce que c'était ça, de manière un peu absente à eux-mêmes. Et il y avait une espèce d'ennui, de marasme un peu dépressif comme ça. Mais ça, c'était pour des populations adultes particulières. Chez les jeunes, c'est une manière de se faire du bien. Puisque 90% de la sexualité des jeunes, c'est la masturbation. Voilà. Et quand on s'ennuie, quand on est stressé pour les examens, pour plein de choses, la masturbation est un lieu commun. Et quand il y a du porno disponible, pourquoi s'en priver? Parce que c'est là. Donc il ne faut certainement pas culpabiliser le consommateur de porno, j'ai envie de dire. Et pas non plus tomber dans les amalgames entre les limites, les dangers, ce qu'on peut reprocher au cadre de production de la pornographie, le droit des acteurs, la violence parfois des personnes qui sont peut-être pas au clair, qui sont dans du porno. Ça, c'est un discours autre. Mais il ne faut pas que ça glisse sur tu regardes des trucs où les gens ils sont maltraités parce que ça ne va rien améliorer, surtout si c'est des jeunes. Donc ça s'arrête de culpabiliser par la bande le jeune, mais plutôt l'inviter à se questionner. Bah oui, tu sais, dans le porno, par exemple, moi je me souviens d'une animatrice de planning qui m'a dit, ce que je leur dis, mais elle est où la perche son dans la scène? Parce qu'il y a un peu ce mythe de la suspension du réel, comme dans toutes les fictions, c'est-à-dire on vous invite à être comme si vous étiez dans la scène. Mais forcément, si vous tombez un peu de ce mythe-là, vous voyez forcément que s'il y a un gros plan sur le sexe féminin, c'est qu'il y a un caméraman qui est en gros plan pendant que l'autre, il est occupé. Donc tout de suite, on voit bien qu'on est dans quelque chose de fictionnel. Mais c'est pas grave. Et de la même façon que quand on est au cinéma, on est aussi dans la suspension du réel et on revient à ses habitudes. C'est pas pour ça qu'on reste coincé dans le fantasme et qu'on est Game of Thrones, non. On revient, en général, on ne tue pas toute sa famille après avoir vu Game of Thrones. Voilà, on revient au normal et on évacue les émotions en parlant, ce genre de choses. Et lier ça justement, comme tu dis, au film de manière générale, c'est intéressant parce que dans tous les films, en fait, vous avez de la sexualité. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant parce que quand on est finalement, je me souviens, moi quand j'étais jeune, je regardais un film et où il y avait un moment d'amour, mon papa venait derrière moi et il me cachait les yeux en disant ne regarde pas, ils font des bêtises. Je suis pas en planning par hasard, je crois. Et donc, c'est intéressant de lier les deux parce qu'on se disait finalement, on a beaucoup de questions de jeunes en disant, une des questions qu'on vous a pas mis, c'était mais finalement le sperme il va où? C'est beaucoup de questions de jeunes qu'on a qui ne sont pas encore entrés en sexualité, mais c'est vrai. En fait, quand on voit dans les films, il n'y a aucune fille qui se promène en dessous avec son Kleenex en disant « Ouh là là, après je vais me... » Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, c'est des choses qu'on ne voit pas, qu'on invisibilise. Et donc, c'est pour ça que c'est important, en tout cas pour nous, de parler, d'expliquer, de répondre aux questions, parce que ça dédramatise et enfin voilà, il n'y a pas de bêtes questions. Et surtout, il faut aborder ces sujets-là qui sont extrêmement tabous et qu'on invisibilise complètement dans l'ensemble des films, quoi.
Alors, le sexting, c'est pas du porno, d'entrée de jeu. Le sexting, c'est quoi? C'est s'envoyer des contenus à caractère plus ou moins sexuel dans un cadre relationnel particulier. Et donc, ça commençait par des lettres, style George Sand, qui écrivait des lettres enflammées à son amoureux. Mais c'est vieux comme le monde, encore une fois. C'est le fait qu'on est à distance et qu'on a envie d'envoyer un contenu érotique et ou explicitement sexuel. Et donc, le sexting, composé de sexe et texting en anglais. Donc c'est le fait d'envoyer des textes ou des photos de soi dans un cadre intime, souvent, pour plusieurs objectifs. Alors, ce qui est très différent du dick pic, on va y venir après, qui est un truc qui ne cesse de me surprendre, mais le sexting, c'est vraiment l'idée, quand je suis dans une relation, le sexting, ça peut avoir plusieurs objectifs, notamment de dire à l'autre, j'ai envie de toi, j'ai envie de faire quelque chose avec toi, j'ai envie qu'on aille plus loin dans la relation, par exemple, ou je te signifie mon désir. Ça peut être aussi pour soi de faire quelque chose de tout ce qui est à l'intérieur de soi et de juguler un peu toute cette pulsionalité. Alors je ne suis pas psychanalyste, mais de faire quelque chose avec ça. Je ne sais pas comment utiliser le terme, avec ce désir, cette excitation physique quand on pense à l'autre, et de le signifier, et pour le tempérer, voilà. Et puis en dehors de la relation, c'est aussi l'idée qu'on a envie d'aller plus loin. Donc, ce qui est important de comprendre, parce que quand ça pose problème, quand ça dérape, quand ça échappe à la personne qui a posé le cadre, c'est qu'à la base, c'est dans un cadre intime. Donc, il y a un contrat implicite entre les personnes, c'est si je te l'envoie, c'est parce que c'est intime. Et donc, pour revenir aussi à cette notion du risque, c'est le risque, c'est parce que je tiens à la relation que je prends ce risque. C'est comme donner votre code de carte en banque. Vous le donnez en général, enfin ça dépend des couples, mais vous le donnez en général à votre conjoint. Enfin là, c'est peut-être un sujet délicat. Ou le code de l'alarme, vous le donnez à des personnes de confiance. Et bien, dans une relation, le fait de faire ça, ça peut aussi être le moyen de prouver qu'on tient à l'autre. Alors, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? C'est pas la question. C'est comment est-ce qu'on prouve? Et là, on revient à des enjeux fondamentaux. Qu'on tient à l'autre, comment est-ce qu'il y a besoin de preuves ou pas dans un couple, voilà. Comment est-ce qu'on signifie à l'autre son importance, etc. Le drame, c'est quand c'est mal géré après, que la confiance est trahie et que ça s'est répandu un peu n'importe comment. Et c'est là où le rôle des adultes va être important sur comment, on ne culpabilise pas la personne, à savoir 90% du temps la fille, soyons bien clairs, et je suis peut-être sobre avec les 90%, qui a posté un contenu, parce que souvent il y a la double peine, c'est-à-dire non seulement tu as publié le truc, mais en plus tu as une sexualité, ce qu'en général on n'aime pas trop chez les filles, en tout cas quand elle est visible, mais en plus tu t'es fait avoir. Donc il peut y avoir paradoxalement un message chez certains adultes bienveillants de dire « je t'avais dit de ne pas faire ça ». T'as été bête, tu t'es fait avoir. Et donc, ça culpabilise encore plus, ça génère de la honte et ça donne pas de ressources. Je pense qu'à l'inverse, il faut partir du principe que c'était dans un cadre intime, qui ne regardait que l'ado, voilà, que peut-être elle a mal jugé le degré d'intimité, mais enfin, c'est ça, être adolescent. Et il faut de la bienveillance et de l'indulgence. Et il faut surtout, je pense, susciter auprès des collectifs, avant que ça arrive, de la solidarité. Parce que le piège, c'est pas tellement dans le fait que la personne elle le vive mal. Parfois, la personne est victime d'un sexto qui part comme ça, mais c'est pas dramatique pour elle. Mais le regard des autres qui va juger ça indécent ou honteux, ça va la détruire. Parce qu'il n'y a pas de solidarité. Et là, je parle autant des femmes que des hommes, où il va y avoir un jugement moral sur elle ne s'est pas respectée. Mais pour moi, j'ai pas tiqué, mais un peu quand même quand tu as dit ça tout à l'heure, mais je sais bien que c'est pas ce que tu veux dire, mais se respecter ou respecte-toi, c'est un message qui ne fait pas sens pour moi. C'est si j'ai envie d'avoir une sexualité ultra intense avec mon conjoint et de me prendre en photo, je me respecte. Qui êtes-vous pour dire que je ne me respecte pas? Par contre, avoir des attitudes safe, je mesure bien la confiance, mais une confiance, c'est vraiment ça la confiance. Si on fait confiance, c'est qu'on peut être trahi. Donc c'est comment on gère ça dans la relation et comment on peut être solidaire de ça et on peut être indulgent. Et je pense que si on induit ça auprès des jeunes, et que ça peut arriver à tout le monde et que ça ne veut pas dire que la personne n'est pas moins, n'a pas moins droit à la dignité et à la bienveillance et l'accès à la maladresse, alors on induit le message que bien fait pour elle. Voilà, je crois. Je suis peut-être un peu fort dans mes propos, mais c'est souvent ce qui se traduit dans la manière dont on a géré. Et souvent, ce qui arrive, c'est que pour protéger la jeune fille en détresse, on va l'inviter à aller dans un autre établissement scolaire où son image sera préservée et peut-être elle sera mieux accueillie. Et le gars, en général, il n'y arrive pas grand-chose. Si, il est populaire depuis. Mais voilà. Donc, il y a encore ça qui traîne dans les écoles, mais ce n'est pas pour charger les écoles, c'est parce que c'est les lieux où sont les jeunes, et donc c'est les institutions qui, en général, voient ça jaillir. Il y a ce discours où c'est encore une fois la fille qui doit gérer la sexualité de l'autre, et en plus de la sienne. Mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui fait sens pour de votre pratique.
Oui, en fait, concrètement, oui, c'est vraiment ça qu'on va travailler. Parfois, il y a quelques années encore, ça nous arrivait souvent. Les écoles nous appelaient en nous disant « Oh là là, c'est terrible, il faut absolument venir. J'invente, venez dans la classe de 4B, parce qu'en 4B, il y a un tel qui a diffusé la photo d'une telle. Et maintenant, il faut vraiment faire quelque chose. » Sauf qu'en fait, nous, on n'est pas des pompiers, on ne saurait pas venir éteindre l'incendie maintenant qu'il est là. Et surtout, on n'a pas de solution toute faite qu'on va pouvoir accoler dans toutes les classes et dans toutes les écoles, peu importe qui sont les individus et quels sont les faits. Donc nous, on ne va pas travailler comme ça, on veut vraiment travailler en amont, et ça sur 2 plans. D'une part, vraiment sur travailler l'empathie, sur travailler la cohésion de groupe, sur travailler la sororité, parce que dans des écoles, des classes où la sororité est forte et la cohésion de groupe est bonne, si je reçois une photo de une telle ou un tel, mais qu'en fait c'est une personne que je connais, j'ai de l'empathie et je l'aime bien et j'ai pas envie de lui faire du mal, je vais pas la retransférer. Et donc c'est tout ça qu'on va travailler avant. On va aussi travailler vraiment cette notion de sexting, parfois avec une casquette un peu d'avocat du diable en disant oui mais si tout le monde le fait finalement c'est que c'est un peu fun, si tout le monde le fait c'est que c'est un peu chouette, pourquoi est-ce qu'on le fait? Et finalement aller déconstruire ça avec eux pour déjà les déculpabiliser, qu'ils puissent se dire en fait il y a des adultes qui pourraient comprendre, si jamais un jour ça m'arrive, il y a des gens à qui je vais pouvoir en parler sans que ce soit quelque chose de directement culpabilisant. On va pouvoir déconstruire ça avec moi et comprendre qu'en fait, oui, j'avais envie de séduire, oui, j'ai fait confiance. Et peut-être que, c'est vrai, j'ai dit oui, j'étais consentante, mais dans une certaine mesure. Et en fait, mon consentement, il a été fort influencé. Est-ce que c'était un véritable consentement? Les jeunes ne vont pas le dire comme ça, mais nous, on peut leur faire passer le message que, si on t'a dit que, allez, s'il te plaît, tu fais pas ta prude, de toute façon, mon ex, elle le faisait, ça fait 3 fois que je te demande, tu veux jamais rien, etc. De toute façon, moi, j'en ai marre de toi, je vais te quitter, etc. Peut-être qu'à un moment donné, je dis oui, mais j'ai cédé et j'ai pas consenti. Et donc, tout ça, c'est des choses qu'on va travailler en amont avec les jeunes. Donc ça, c'est une partie de la prévention qu'on va faire. Ce qu'on va aussi faire, c'est vraiment nommer le fait que c'est des sujets dont on peut discuter dans le collectif. C'est des sujets de débat, on va apprendre à mettre des mots dessus, parce qu'en fait, c'est pas facile de s'exprimer sur sa sexualité personnelle, sur la sexualité en général, d'autant plus quand on est ado et qu'on découvre tout ça. Et donc, on va les outiller aussi pour apprendre à communiquer là-dessus. Ça, c'est vraiment dans le collectif. Après le collectif, après l'animation, ça nous arrive souvent que des jeunes viennent nous voir parce que c'est pas facile de poser sa question, même en disant que c'est pas pour soi, mais que c'est pour une copine, c'est pour quelqu'un que je connais. Mais en fait, on préfère quand même le cadre plus sécurisant et la confidentialité du tête-à-tête. Et donc, on va rester après les animations pour pouvoir répondre à des questions plus précises, plus personnelles. Parce que ça, comme Chloé l'a dit aussi, on fait attention à la confidentialité. On dit bien aux jeunes que ce qui va être dit en animation, en ce qui nous concerne, restera dans le cadre de l'animation. Mais on ne peut pas se porter garante de la confidentialité de tous les autres. Et donc, on les invite à réfléchir à, tiens, ce que vous allez dévoiler de vous, déjà, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous choisissez de le faire, dans quelle mesure est-ce que ça ne vous met pas en insécurité? Et donc, vu qu'il y a ce contexte-là, souvent les jeunes viennent nous voir après. Dans quelle mesure est-ce qu'on va les voir aussi plus en individuel, en accueil, en consultation? C'est que quand l'incident a vraiment eu lieu, quand il y a eu du revenge porn, alors on va vraiment accueillir aussi bien les jeunes que les parents pour avoir vraiment cette écoute, ce soutien, pour pouvoir déconstruire les choses, rassurer les parents parfois qui vont nous dire mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'aurais dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû lui reprendre son téléphone. En fait non, il n'y a pas de solution, c'est pas en interdisant qu'on sécurise, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pouvoir dire non, vous n'avez pas été un mauvais parent et maintenant pour être un bon parent justement il va falloir être présent, il va falloir être dans l'écoute, il va falloir accompagner. Et donc ça peut être des consultations sociales, psychologiques mais aussi juridiques pour avoir accès à quels sont mes droits maintenant dans cette situation. Même si c'est pas forcément, le juridique ne va pas être curatif, mais voilà, c'est parfois quelque chose qui peut intéresser. Ensuite, nous, ce qu'on va faire aussi, c'est vraiment accompagner les professionnels, les profs, les directions, les éducateurs, les éducatrices. J'ai pas envie que ça arrive dans mes classes. Si jamais ça arrive quand même, qu'est-ce que je fais? Ou c'est arrivé dans mon école, j'ai pas su le gérer, j'ai peut-être dit des choses que j'aurais pas dû dire, je me sens pas à l'aise avec le sujet. On a tous des représentations de la sexualité et on n'est pas tous habitués à en parler, on n'a pas tous les mots. Et donc, nous, on va vraiment aller à la rencontre des professionnels pour, encore une fois, outiller, aussi bien au niveau d'outils pédagogiques, mais aussi au niveau de la réflexion et de pouvoir se dire, quand je dis à une jeune fille, écoute, tu aurais quand même pu être plus prudente, est-ce que j'impose pas une représentation bien personnelle et qu'est-ce que je fais passer comme message exactement? En fait,
en tant qu'éducateur ou éducatrice, peut-être que la personne, elle se disait, mais j'ai envie d'être gentille, moi c'était pour protéger, c'était pour bien faire. Bah oui, il y a une bonne volonté, mais attention quand même aux représentations qu'on porte et qu'on impose et à quelles conséquences ça va avoir. Et donc on va un peu dialoguer de tout ça avec ces professionnels. Et enfin, il y a aussi vraiment tout un travail de création d'outils pédagogiques, notamment chez Infor-Femmes, qui est très important pour pouvoir dialoguer avec les jeunes de manière ludique. Parce qu'on ne peut pas imposer une participation, mais il faut quand même qu'on trouve des outils pour qu'elle soit sollicitée d'une manière ou d'une autre. Et donc, il y a toute cette création d'outils qui est importante. Et enfin, tout le côté plus militantisme, parce que le sexting, on l'a vu, c'est vraiment très lié à du sexisme, à des stéréotypes de genre, et donc on milite pour avoir une autre vision déconstruire un peu cette vision qu'on a dans cette société patriarcale capitaliste. Et il y a aussi une espèce de veille politique, c'est-à-dire qu'on fait remonter à notre fédération les problèmes de terrain pour qu'on puisse, je prends un exemple, quand je vais porter plainte pour quelque chose, là je sors un peu du sujet, mais quand je vais porter plainte pour viol, je veux être sûre qu'on écoute ma plainte correctement, qu'elle soit bien reçue. C'est ça. Et du coup, là, il y a vraiment un travail à faire. Et si on se rend compte que pour le viol, c'est toujours autant compliqué, imaginez pour du sexting où dans la société, c'est quand même toujours la faute de cette jeune fille qui n'aurait pas dû, en fait, qui a fait une erreur et c'est de sa faute. Et de toute façon, puisque c'est de sa faute, finalement, pourquoi est-ce qu'on va l'aider ? Elle a appris quelque chose et puis c'est tout, quoi. Et donc, il y a vraiment tout ce travail-là qui est mis en place. Notamment cet après-midi, Infor-Femmes a participé à une réunion du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui essaye de mettre en place un code de conduite par rapport à des communications publicitaires. Et donc ça, c'est des petites actions qu'on peut avoir pour essayer de faire passer certains messages, essayer de travailler à des représentations que la culture populaire nous impose. Je pense que, puisque tu as parlé de juridique aussi, je pense qu'il faut être très vigilant de ne pas non plus laisser penser aux parents que la réponse juridique va résoudre quoi que ce soit. J'ai encore eu l'occasion dans un autre cadre aujourd'hui de voir une situation où les personnes se retrouvent dans des instances juridiques complètement dépossédées par ça, où les adultes sont eux-mêmes paniqués, se sentent humiliés par proxy, j'ai envie de dire, sur ce qui arrive à leur enfant, et la personne, leur enfant, même si c'est une ado ou un ado, est complètement dépossédé de ce qui lui arrive et ne retrouve plus aucun contrôle. Voilà. Et là, on part dans des trucs qui sont absolument ingérables. Donc, en premier lieu, franchement, j'invite les personnes à aller vers les professionnels de terrain, les professionnels spécialisés qui sont les centres de planning ou tous les services d'aide à la jeunesse, droits des jeunes, ce genre de choses, qui sont là vraiment pour répondre à ces questions et accompagner le jeune, mais aussi les parents. Et je pense que la culpabilisation, elle est aussi du côté des parents, où le parent doit tout, peut tout et doit tout savoir. Je pense que ça fait partie du taf de parents à un moment donné de lâcher prise. C'est super chaud à faire. Et si on vous le reproche dès que vous le faites, ça crée des positions intenables chez le parent qui ne peut pas tout contrôler. Et donc, à un moment donné, la sexualité, ça devient quelque chose de l'ordre de l'intime, voilà, ce qui est naturel. Et forcément, il y a des couacs. La question, c'est comment on accompagne ces couacs et comment on ne se braque pas sur cette couac-là. Et ça, c'est encore très genré aussi, je crois. Et c'est très récent, en fait, que les parents s'autorisent, je crois, sauf dans peut-être certains milieux, à parler de ce genre de choses. Oui, pour recibler, parce qu'on a parlé quand même beaucoup du genre, il faut qu'on se rende bien se rendre compte que c'est dans toutes les sphères, en fait, de la société à l'heure actuelle. Et donc, on a voulu aussi vous montrer des exemples, parce qu'on finalement, on se dit, oui, mais c'est quoi encore ces questions de genre ? Et donc, de vous montrer des exemples de comment ça se passe et où est-ce que ça peut se retrouver. Et donc, en fait, on constate, par exemple, dans la publicité et les médias, comme on l'a dit, qu'il y a vraiment une hypersexualisation, où on a encore vu ici, la semaine passée, une collègue qui nous a montré des photos qu'on mettait d'une jeune fille qui avait un croque-top et on lui dit qu'est-ce que tu as envie de lui faire, et donc tout le monde pouvait répondre à qu'est-ce que j'ai envie de faire à cette fille que je voyais, etc. Et donc comme si elle était mise à disposition, qu'elle était offerte un peu aux internautes et qu'on pouvait me faire et dire tout ce qu'on voulait par rapport à cette fille. Et donc on parle de viol, on parle de sexualité, et donc de pouvoir questionner aussi ça, de se dire ok, pourquoi est-ce que je mets ça, quel sentiment j'ai de sécurité de me mettre derrière un ordinateur, et pourquoi est-ce que je le fais pas parfois en animation en direct. Et donc tout ça, on va aller questionner. La question de l'hétéronormativité, un bête exemple, vous avez peut-être vu Les Animaux Fantastiques avec Dumbledore, où on apprend que Dumbledore est gay, mais on ne le voit pas. Donc on se dit,
enfin, c'est bien, au moins un peu de différence d'homosexualité, mais on ne voit jamais Dumbledore embrasser l'homme donc qui, voilà, il est amoureux. Et donc c'est un peu pareil partout. Et donc c'est vrai que quand on parle d'hétéronormativité, c'est un des exemples. Par rapport aux espaces publics, on constate que beaucoup de filles maintenant se privent de porter certaines tenues parce qu'elles sont tout le temps embêtées dans la rue. Et en plus, parfois, il y a une mécompréhension des jeunes. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire maintenant, c'est qu'on a créé des cases de réalité virtuelle. Enfin, on n'a pas créé des cases de réalité virtuelle. On a créé des vidéos qui sont utilisées avec des cases de réalité virtuelle pour faire en sorte de créer l'empathie, parce que parfois, les jeunes garçons ne se rendaient pas compte de l'impact que ça pouvait engendrer chez la fille. C'est-à-dire que quand on me dit à longueur de journée, t'es belle, t'es bonne, tu veux pas me passer ton numéro, non, c'est pas drôle et j'ai pas envie de rire et je trouve pas ça super sympa. Et donc, pour pouvoir aussi essayer de faire comprendre ça, de fait de pouvoir se mettre à la place d'eux, c'est assez intéressant. Donc ça, c'est via certains outils qu'on essaye d'avoir ce type de thématique. L'idée aussi que finalement, on va pas sortir à certaines heures parce qu'on est une fille, qu'il y a cette espèce de culture du viol, cette peur constante qu'on va essayer d'imposer systématiquement. Et donc c'est ça aussi qu'il faut pouvoir analyser. Vous le retrouvez aussi dans tous les littératures et jeux. Je ne vous le parle pas. Si vous allez chez Dreamland, vous allez très bien identifier quel rayon est pour les filles, quel rayon est pour les garçons. Et donc, finalement, on va faire vivre des expériences différentes dès qu'on est plus petit. Dès qu'on dit... La première question qu'on pose, d'ailleurs, quand une femme est enceinte, c'est « Et c'est une fille ou c'est un garçon ?» Comme si c'était la question la plus importante. Et que, forcément, on va mettre toute une série de concepts derrière. Oui, je vois qu'on est un peu... et donc, pareil pour l'orientation scolaire et les métiers, avec la ségrégation verticale et horizontale, comme vous le savez. Hein. Donc ici, nous sommes majoritairement des femmes du secteur social. Et donc, on est dans le Caire. Et donc, voilà. Et le plafond de verre est toujours présent, c'est-à-dire que les femmes n'atteignent pas certains postes à responsabilité. Cette question de la sémantique, c'est-à-dire que forcément, quand on va féminiser, ça va être vu péjorativement. Quand on va parler de cochonne, ça va être sexualisé aussi. Hein. Cochonne, cochon, ça n'a pas la même signification. Maîtresse, maître, c'est pas pareil non plus. Donc, homme public, femme publique, c'est pas du tout la même chose. Donc, à chaque fois, on va se rendre compte que quand on féminise, c'est sexualisé et dévalorisé. Pareil dans tout ce qui est famille et rôle, les attentes et les comportements, c'est différent. Dans les sports et les loisirs, on y retrouve. Hein, on voit que finalement, les matchs de tennis pour les garçons se jouent le dimanche parce que c'est là qu'il y a le plus d'audience. On va pas mettre un match féminin ce jour-là. Et elles sont beaucoup moins bien payées, évidemment. Donc, par rapport au couple et au corps et à la sexualité, on en a beaucoup parlé, c'est cette obligation d'entreprendre, cette charge contraceptive permanente. Et donc tout ça, en fait, finalement, c'est présent dans toutes les sphères. Et donc c'est ça qu'on essaye de déconstruire, finalement, à travers les animations. Moi, je conclurai juste en disant ceci, c'est les réseaux sociaux n'ont rien inventé quant à la sexualité des jeunes et à leur vie affective. Les jeunes se sont emparés de ces dispositifs-là pour atteindre leurs objectifs. Et donc, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est une certaine façon d'être à l'autre, c'est une certaine mise en scène, mais on ne peut pas réduire les jeunes à leurs usages des réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce qu'il y a vraiment plein de facettes qu'ils vont explorer, parce qu'il n'y a rien qui est figé. On n'est pas le même à 14 ans, on n'est pas le même à 15 ans. Et je pense que notre posture, ce n'est pas tellement de prescrire des façons d'être sur les réseaux sociaux, de les empêcher d'avoir des risques, c'est de les rendre plus autonomes, plus critiques de leurs usages, plus bienveillants, plus indulgents, et peut-être ils seront un peu plus épanouis et moins coincés avec les enjeux que nous, on a dû se digérer tout seul, comme souvent en matière de sexualité, d'autonomie, et leur transmettre ce simple message, vous bricolez avec votre sexualité et votre être, vos relations, c'est normal, tout va bien, et si ça va pas, on est là pour vous, et on se débrouillera ensemble. Parce qu'on ne sait pas mieux que vous, mais on est quand même là pour vous. Et je crois que c'est le seul message honnête qu'on peut traduire en matière d'éducation à la vie affective et sexuelle, et qu'il y a moyen de se protéger. Mais se protéger, c'est pas forcément voir le mal partout. Et on peut aussi se protéger et protéger les autres, mais on peut aussi avoir du plaisir et vouloir du bien, et c'est parfaitement légitime. Chacun à sa manière. Et donc, il n'y a pas de guide, de mode d'emploi. Et si on a, je crois qu'il faut très très vite le mettre à jour et le faire pour plein de personnes différentes. Voilà, je vous remercie. On vous mettra à disposition le PowerPoint, hein, comme ça vous pourrez voir les dernières dias si vous voulez. Je crois qu'on peut remercier nos orateurs parce que c'était vraiment très intéressant. On va pouvoir vous donner la parole, mais avant de vous demander si vous avez une question à poser, on va demander ici à un internaute, puisque
Nous aussi, on est connectés, on est sur les réseaux sociaux, service de la promotion de la santé. Et quelqu'un nous demande, est-il conseillé ou pas d'être ami avec son ado sur les réseaux sociaux? Voilà. C'est un peu intrusif, mais bon. Alors c'est vrai qu'on en a déjà un petit peu parlé. En effet, moi j'ai envie de répondre à cette question par une autre question. C'est finalement pourquoi est-ce qu'on a envie d'être amis avec nos enfants sur les réseaux sociaux? Quel est l'objectif quand on veut faire ça? Qu'est-ce qu'on poursuit en fait? Est-ce que j'ai envie de créer du lien ou est-ce que j'ai envie de surveiller? Si j'ai envie de surveiller, ça va pas être très utile parce qu'il va juste créer un autre compte et ne rien publier sur celui-là ou, comme on l'a déjà dit, migrer sur une autre application. Donc, est-ce que c'est conseillé dans ce cas-là? Non, ça va juste créer peut-être une autre barrière, une sensation de surveillance. Si j'ai l'impression que mon parent est là pour vérifier ce que je fais, il n'y a pas vraiment une... En tout cas, c'est ma réponse à chaud. Peut-être que dans une heure, je vous répondrai autre chose, mais là, je me dis qu'il peut y avoir une impression de on ne me fait pas confiance, on surveille ce que je fais. Après, ça dépend vraiment d'un jeune à l'autre, parce qu'on l'a dit, tous les jeunes ne sont pas les mêmes, toutes les relations familiales ne sont pas les mêmes, et donc ça peut aussi être bien vu de se dire, oui, je vais être ami ou amie sur Facebook, parce que j'y ai une activité particulière, mais par contre, je ne vais pas l'accepter sur Instagram, parce que là, j'ai une autre activité que je n'ai pas envie de partager. Et c'est vraiment à l'adulte et aux jeunes de voir dans quelle mesure est-ce que je peux rentrer, est-ce que tu veux bien partager ton intimité par rapport à ce réseau-là, quoi. Donc c'est difficile de donner un conseil, le faire ou ne pas le faire, parce que comme on l'a déjà dit, il n'y a pas une solution toute faite et une bonne ligne de conduite, mais j'ai vraiment envie de questionner pourquoi est-ce qu'on a envie de le faire? C'est quoi mon objectif quand je le fais? Et puis c'est comme en fait on peut faire le parallèle avec la question de l'intimité et donc ça c'est des choses qu'il faut débattre et discuter en fait. C'est-à-dire que la question de l'intimité, la plupart des jeunes quand on pose la question et dans la salle de bain qui peut rentrer, est-ce que tes parents rentrent ou pas, est-ce que vous prenez votre douche alors que vous êtes ensemble ou est-ce que tu fermes la porte à clé ou est-ce que si tu fais pipi ça va, enfin je veux dire c'est cette question de l'intimité et de qu'est-ce que je veux dévoiler de moi à mon parent ou qu'est-ce que je veux dévoiler aussi de moi en tant que parent à mon enfant, parce que à un moment donné ça va dans les deux sens. Il faut pas toujours voir comme le parent qui surveille, ça peut être aussi l'enfant qui surveille ou qui réutilise certaines choses, et donc je pense que c'est une discussion qu'il faut avoir et c'est ça qui est difficile en fait, c'est de discuter parce qu'on ne se sent pas toujours à l'aise, parce c'est pas toujours facile, et donc ça revêt à cette question de qu'est-ce que l'intimité et qu'est-ce que j'accepte de partager de moi ou pas avec mes proches, quoi. Moi, j'ai envie de répondre très simplement, oui, vous pouvez demander, mais alors ça implique que vous acceptiez que l'autre vous dise non et qu'il n'y ait pas de revanche ou d'amertume, parce que c'est une demande et que c'est aux jeunes de voir oui ou non s'il a envie. Et après, à l'adolescence, on se décentre, le centre de gravité relationnelle passe du parent à d'autres, ce qui peut être très mal vécu par certains parents, ça peut être douloureux. Mon petit, il faisait des trucs avant et maintenant il fait la gueule, il est tout le temps dans sa chambre, il est tout le temps dehors. Voilà. Ça fait partie de phase de l'adolescence. C'est pas pour ça que les adolescents après n'ont plus rien à voir avec leurs parents, mais ils ont besoin de ça pour mieux revenir parfois et pour trouver leur entre-deux. Donc oui, vous pouvez essayer, mais lui aussi il peut vous dire non, ou elle peut vous dire non aussi. Voilà. Et je préfère ça que des parents qui installent des applications de monitoring, des puces invisibles, des machins comme ça, pour surveiller l'application, parce que ça traduit vraiment un manque de confiance totale, et les familles les plus sévères font les meilleurs menteurs. Donc à un moment donné, il y a toujours moyen de contourner le bazar. Voilà. Et ça ne donne pas plus de ressources. Voilà. Et ça traduit aussi le fait qu'on n'a absolument pas confiance dans notre ado, et que donc on est moins légitime le jour où il y a un problème pour de vrai. Voilà. J'espère que ça répond à l'intervention. Je pense que oui, vous avez été très, très explicite. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer près de vous. Qui va se lancer à l'eau ce soir? J'aurais deux questions. J'aimerais bien que vous parliez un petit peu de deux applications réseau, etc., dont on n'a pas parlé ici. C'est OnlyFans et Mime par rapport à la prostitution, évidemment, et aux dérives prostitutionnelles. Et puis l'application Telegram et le risque de banalisation par rapport aux images choquantes via cette application-là. Voilà, donc si vous savez intervenir sur ces deux points-là, s'il vous plaît. Telegram, en gros, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une application de messagerie cryptée. Alors, c'est vrai qu'il y a des tas de trucs qui peuvent passer là-dessus, parce qu'il n'y a aucun contrôle, vu que c'est crypté, donc on n'a pas accès à ce qui se passe dedans. Maintenant, cette idée des images choquantes, c'est pas nouveau. Moi, je me souviens d'un site qui s'appelait Rotten, pour ceux qui se souviennent de la préhistoire de l'Internet, qui était un site qui répertoriait notamment tous les accidents de la route, tous les trucs trash. Voilà, on allait
voir des trucs dégueux. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on le fait à l'adolescence? Pas parce qu'on est banalisé, insensible, mais justement pour jauger ce qui nous choque. Voilà. Comme il y a eu cette grande mode des films d'horreur des années 2000, les Scream et machin, etc. Pourquoi est-ce qu'on a une telle gourmandise pour ce genre de choses? Pour juger justement c'est quoi mon seuil de tolérance par rapport à ça. Est-ce que ça peut choquer les plus jeunes? Ben moi, ça parle surtout de comment est-ce qu'on accompagne le jeune et qu'est-ce qui fait qu'un jeune trop jeune se retrouve avec ce logiciel-là où le parent n'a pas entendu. Alors, il ne faut pas dire aux parents, vous avez vu, vous avez laissé votre enfant, je vais appeler le SAJ. Non, c'est plutôt comment est-ce qu'on peut aider le parent à se dire, mais est-ce que vous pensez que ça répond aux besoins de l'enfant? Et s'il y a une image choquante, comment est-ce qu'on peut gérer ça? Le plus grand... je dirais, la plus grande probabilité que ce qui peut, je vais essayer de trouver mes mots, ce qui peut arriver le plus probable, c'est que l'enfant, si c'est un enfant, fasse des cauchemars ou s'interpeller, ou que l'ado se sente mal pendant un temps. C'est pas parce qu'on est choqué par des contenus qu'on va être traumatisé. On a tous eu des contenus choquants dans notre vie, mais on fait avec, et ça nous donne un seuil sur ce qu'on accepte, sur nos valeurs, sur ce qui est important ou tolérable pour nous. Donc c'est aussi une manière de se juguler, et je crois pas que ça va banaliser. Je crois que la plupart des gens sont très sensibles à la violence, et notre seuil de tolérance par rapport à la violence dans notre société a radicalement baissé. On ne tolère pas du tout la violence dans notre société actuelle, en fait, quoi qu'on en dise. Donc on le voit très mal, malgré toutes les productions hollywoodiennes. En tout cas, c'est ma perception des situations, mais c'est pas une loi. Tout à fait. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils vont d'autant plus critiquer en fait ces médias-là. Et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est de voir qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils et elles en pensent, et comment est-ce qu'ils le critiquent, quels arguments est-ce qu'ils ont. Et donc finalement, on se rend compte que ils vont dessus, ils regardent, ils voient le contenu, mais et puis après ils se disent, ils se décentrent. Oui, mais en fait, moi, je suis pas du tout en adéquation peut-être avec ça, et donc je sais que c'est pas tout n'est pas vrai là-dessus. C'est un peu comme les hentai, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on voit des choses hyper choquantes, parfois assez trash et complètement irréalistes. Et donc l'idée, c'est simplement qu'on va voir ces propos-là. Ça peut être un peu excitant, ça peut susciter certaines émotions, mais on sait bien que c'est pas la réalité, que ça se passe pas comme ça. Et donc, ce qu'on va faire, nous, c'est vraiment parler et prendre le temps avec les jeunes, c'est de dire, pas de dire, oh là là, c'est très très mal, c'est pas bien, mais c'est plutôt, et toi, tu en penses quoi? Parce que on pourrait débattre là maintenant, se dire, et vous en pensez quoi? Bien. Excusez-moi, mais c'est parce que vous parlez beaucoup de Telegram, c'est très gentil, mais par contre, est-ce que vous savez parler de OnlyFans qui est plus... Mais c'est un portail de dans votre prostitution en ligne, en gros. Voilà. C'est tout simplement un compte pour les fans où vous postez des contenus vidéo, et ça a été très fort monopolisé et pris en charge par des gens qui se mettent nus, qui vendent leur corps, ou eux en train d'avoir des rapports sexuels, ou avec eux-mêmes ou avec d'autres, et qui le monétisent. Et donc pour avoir accès au contenu, vous devez payer. Donc vous êtes un fan et vous payez des montants. Et il y a des gens qui se font un business là-dessus. Donc les plateformes du style Pornhub et les grosses industries du porno très verticales, on va dire ça comme ça, se sont trouvées confrontées à toute une série de personnes qui, avec la pandémie, bizarrement, se sont dit j'ai plus moyen de faire des tournages, plus moyen de faire des choses, donc je vais créer un truc en freelance et je vais je vais faire mon business comme ça. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui risque d'amener à la prostitution de plus en plus jeunes? Je ne pense pas. Je crois que c'est un business particulier. C'est pas tout le monde et c'est pas tous les jeunes qui tombent dans cette façon de faire là. Et je pense que les deux discussions sont liées. Les images choquantes ou la prostitution, le facteur de protection, c'est les valeurs du groupe. C'est-à-dire que si ton attitude est valorisée par le groupe, le fait de faire des trucs trash ou de se prostituer ou dans ton milieu d'origine, alors oui, tu vas peut-être plus facilement embrayer dedans. Mais si tu as un groupe qui dit mais t'as vu ce truc-là, c'est bizarre, comme t'es ado et que t'es en train de te chercher, tu vas te calquer par rapport aux valeurs de ton groupe d'appartenance parce que tu y tiens et parce que tu as envie de rester dans ce groupe et parce que tu te cherches aussi. Et puis il y a aussi les valeurs que tes parents t'ont transmises qui ne disparaissent pas comme ça. Après, est-ce que des jeunes, par maladresse ou par dérive, peuvent tomber là-dedans? Évidemment. Mais je pense qu'il ne faut pas confondre dérive de certains très fragiles à une norme. Et jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, de ma connaissance, il n'y a pas de preuve que c'est arrivé outre-Manche, enfin outre-Atlantique même, et que ça s'installe de manière structurelle dans la vie des jeunes. Mais peut-être que d'ici 5-10 ans, je vous dirai, si, en fait, c'est la norme. Mais pour l'instant, non. Et je ne suis pas très inquiet personnellement à ce niveau-là. Oui. Puis je pense qu'il y a aussi une question de posture et de réflexion plus globale sur la prostitution. Pourquoi est-ce que ça me dérange qu'une femme adulte vende des clichés ou des images où elle se sexualise et que ça ne me dérange pas qu'on la sexualise partout ailleurs dans tous les autres supports médiatiques de notre société? Il faut payer, c'est dégueulasse. Ah oui, c'est ça. Ça devrait être gratuit, non? Voilà. Et donc il y a toute une réflexion autour de pourquoi est-ce que la prostitution nous dérange et quelle posture on adopte par rapport à ça. Est-ce que notre volonté, c'est d'empêcher toute forme de prostitution ou est-ce que notre volonté, c'est plutôt de pouvoir
pouvoir outiller les femmes qui décident d'avoir recours à cet outil-là, quoi. C'est un travail. Voilà. Moralement, on peut en penser ce qu'on veut, mais la prostitution, c'est un travail. Et donc, comment est-ce qu'on aide les personnes prostituées? Mais là, on sort complètement du sujet de la jeunesse. Je tiens à préciser que la vie affective et sexuelle des jeunes, c'est pas la prostitution, d'accord? Et il n'y a pas un glissement, il n'y a pas d'études, même longitudinales, qui montrent qu'il y a un glissement vers plus de prostitution chez les jeunes. Il y a peut-être des reportages d'envoyés spéciaux et des machins comme ça, mais c'est... Je vais utiliser un terme très scientifique, c'est bullshit. Voilà, il n'y a rien qui le prouve. Juste, mes collègues peut-être vont me nuancer. Mais... Oui, en animation, on nous parle quasiment jamais de prostitution. Vraiment, ça n'arrive presque jamais. Je pense que les seules fois où on m'en a parlé, c'était dans des régions bien situées où les jeunes, en fait, les enfants en voiture passent devant certaines vitrines et donc ont déjà vu et pose la question de tiens, qu'est-ce qu'elle fait la dame en vitrine? Mais sinon, c'est jamais des questions qu'on vient nous poser en animation. En animation, on va vraiment nous poser des questions sur les normes du rapport sexuel, sur à quel moment est-ce que je suis prêt ou prête, à quel moment est-ce que je drague bien si je fais ci ou si je fais ça, sur la gestion des émotions et pas tellement sur la prostitution. Oui, parfois on a tendance à mettre en exergue finalement une problématique, ou une thématique, parce qu'elle nous fait peur, nous en tant qu'adultes, et qu'on aussi on la met en avant via, comme on disait, des reportages, mais aussi des films. Comme on a vu beaucoup, des étudiantes qui se prostituaient pour payer leurs études, des choses comme ça. On a vu beaucoup ça apparaître. Et on s'est dit oulala. Et alors là, quand on voit beaucoup ça, on a l'impression qu'il y a une mise en danger, alors que finalement, en tout cas nous, dans notre expérience de terrain, maintenant encore une fois, c'est une expérience de terrain, donc il faudrait pouvoir avoir des données quantitatives là-dessus. Mais c'est pas du tout. C'est pas du tout la norme et c'est pas ce qui est le plus fréquent, quoi. Ils vont jamais nous sortir ce type de réseau ou dire c'est quoi exactement, et si je vais là-bas, qu'est-ce que je peux faire, et si je m'y mets, si je vends du contenu, est-ce que je vais gagner beaucoup d'argent ou pas. Ça arrive vraiment. Moi, ça m'est jamais arrivé, par exemple. Et puis OnlyFans, c'est américain, je pense, en tout cas anglo-saxon, et donc il y a aussi une relation, une culture de la sexualité qui est différente dans nos pays. Et donc peut-être qu'ils ont aussi une autre façon de voir la sexualité que nous, même si on est fort proche. Tu parlais du hentai, c'est japonais. Ils ont aussi une autre vision de la sexualité et des genres qui est très différente de la nôtre, même s'il y a des similarités. Donc je pense qu'il y a une mondialisation de l'érotisation à certains niveaux, mais en même temps, on a quand même des cultures très différentes sur comment on appréhende le genre, comment est-ce qu'on appréhende l'entrée en sexualité. Et donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En Belgique francophone, je vais lire ça jusqu'à présent, de ce qu'on peut observer, voilà. Mais ça se trouve dans un an, je dirais non, diantre, c'est pas ça du tout. Mais voilà. On prendra la vidéo et voilà, et on dira c'était bullshit cette conférence, voilà. Voilà, bonjour, merci pour votre exposé qui était très intéressant. Mais moi, je voulais juste réagir par rapport à votre position sur le judiciaire, le passage du dossier dans le judiciaire et l'intérêt que ça peut avoir dans beaucoup de situations. Enfin, moi, je travaille dans un service justement sur mandat du parquet, du juge de la jeunesse. On est amené à avoir beaucoup de situations de cet ordre-là. Et il faut savoir qu'on vous disiez tantôt, le passage dans le judiciaire, les gens sont parfois dépossédés complètement de ce qui leur arrive. La première réaction du parquet, le parquet doit normalement, à partir du moment où il suit le cadre légal, la première réaction pour laquelle il doit opter, c'est une médiation. Une médiation, le principe de base, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est la communication et c'est vraiment remettre les choses dans les mains des parties. Donc, je voudrais juste rectifier un petit peu votre propos dans le fait où on est aussi des gens formés pour travailler avec les jeunes et on travaille vraiment dans la philosophie de ce que vous avez décrit, malgré le fait qu'on est effectivement plutôt du côté du judiciaire. Mon propos n'était pas de dire que les gens de la justice travaillent mal. Mon propos était de dire que parfois, par méconnaissance du terrain et des acteurs de prévention et d'accompagnement, le parent dépossédé peut très vite se tourner vers le juridique parce qu'il se sent en droit et en légitimité et le besoin de protéger son enfant et que ça peut être la première réaction. Maintenant, je me permets quand même de dire que parfois, on mesure mal l'implication qu'il y a un processus judiciaire et que ça peut être lourd et que ça peut être difficile, mais néanmoins, évidemment, il peut être utile et parfaitement adapté. Mais il y a parfois des étapes qui ne sont pas prises en compte dans les dispositifs et par méconnaissance de ce qui existe sur le terrain, tout simplement. Mais encore bien qu'à la justice pour sanctionner des comportements inadéquats, pour amener des réparations et pour dire qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Voilà. Mais avant ça, avant de parler des problèmes dans les cas de conflit, je pense qu'il y a tout un tas d'instances qui peuvent être parfaitement légitimes pour intervenir avant, tout simplement.
pour ne pas arriver à ça, justement, quand il n'y a pas besoin. Et pour avoir conscience de ce que ça va impliquer, parce que souvent, en fait, nous, on se rend compte qu'il y a des parents ou des jeunes qui reviennent après être passés dans le judiciaire et qui disent « je ne me rendais pas compte que ça allait mobiliser autant d'énergie, que j'allais revivre à chaque fois les choses, que ça allait durer si longtemps. Et donc, je ne suis pas sûre que j'aurais été jusque-là, même si nous, à un moment donné, on se dit c'est important parce qu'au moins, ça permet de chiffrer les choses, ça permet de faire bouger les lignes et donc, d'objectiver des faits, donc c'est essentiel. Mais c'est vrai qu'il faut avoir conscience de ce que ça va impliquer. Donc, nous, quand ils viennent à l'accueil ou en planning et qu'ils disent qu'est-ce que je peux faire ? Donc on va envisager toute une série de possibilités et de savoir qu'est-ce que ça va impliquer et quelle énergie est-ce que j'ai moi, parce que peut-être qu'il y a aussi le désir du parent, mais il y a aussi le désir du ou de la jeune et que c'est pas en adéquation, et donc il faut pouvoir essayer de comprendre les enjeux des uns et des autres et qu'ils comprennent un petit peu ce que ça va impliquer et de les accompagner là-dedans. Et si à un moment donné ils décident de pouvoir aller vers le judiciaire, c'est effectivement qu'ils aient conscience un petit peu de comment ça va se passer, qu'est-ce que je vais faire, et après et l'après dans l'école, comment ça va se passer aussi, et moi avec ça comment je vais gérer ça. Et donc c'est plutôt là-dedans, en tout cas, comment je l'envisage. Tout à fait. Et puis c'est pouvoir aussi se dire que oui, le judiciaire a une place, mais il ne se suffit pas, quoi. C'est pas parce qu'on a obtenu gain de cause entre guillemets au tribunal que la plaie se referme, qu'il y a une réparation et que le trauma c'est bon, maintenant c'est derrière moi, quoi. Et donc oui, c'est important pour certaines personnes plus que pour d'autres, mais ce n'est pas la seule voie et du coup elle doit être accompagnée d'autres choses, quoi. Et notamment quand on parle de médiation, je pense que c'est important, et ça je pense que vous pourriez en parler mieux que moi et plus amplement, mais il y a aussi toute la question du rapport de pouvoir de deux personnes dans la médiation. Est-ce que c'est toujours indiqué ou pas, etc. Donc c'est une question qui est intéressante aussi.